Les invités que nous recevons aujourd'hui ont eu un destin exceptionnel. Ces deux hommes aux multiples facettes ont su prendre leur vie en main pour faire de leur parcours une success story. C'est pas facile de monter une entreprise de manière générale, et encore moins quand on a arrêté l'école à 14 ans. Fils de bonne famille, Henri est un élève brillant, promis à une belle carrière dans la finance. Mais un jour, il décide de tout plaquer. Je gagne plus que mon père en fin de carrière, et pourtant, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Et là, je tombe sur un livre sur la prière. Je lis ce livre et je me dis, bon, il faut que je donne ma démission. Devenu moine, Henri se retrouve seul face à lui-même et est en proie à de sérieux doutes. Alors, on se lève à 3h30 du matin, jamais de vacances. Jamais de week-end. Vous êtes confiné à peu près 5 heures par jour. Là, je me dis, je suis en train peut-être de tout gâcher. Adrien, véritable cancre à l'école, commence à travailler dès ses 14 ans dans le milieu du cinéma et de la télévision. Après quelques années de petits boulots, le jeune homme tourne en rond. J'ai fait des clips, des pubs, des courts-métrages, des plateaux photos. Je me suis éclaté, mais en même temps, j'étais en décalage. Avec des amis, Adrien va avoir une idée de génie qui fera de lui, quelques années plus tard, un homme riche. Mais à l'époque, personne ne croit en lui. Tous mes proches me mettent des bâtons dans les roues, ont peur. Ma mère passait sa vie à me dire « il faut que tu trouves un boulot, il faut que tu ailles bosser ». Et je dis « mais t'as pas compris, je vais peut-être me péter la tronche, mais je veux que ce projet existe ». Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes you got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui deux hommes au destin étonnant, deux hommes que personne n'aurait pu imaginer là où ils sont aujourd'hui. Et pourtant, Henri est un élève brillant qui suit le chemin qui lui est tracé en menant une belle carrière dans la finance jusqu'à ce qu'il décide un jour de tout quitter pour épouser la vie monastique. À l'inverse, Adrien était plutôt mauvais élève, toute sa vie considéré comme un cancre, sans bagage. Il rencontre pourtant une grande réussite, une réussite inespérée, nous le dira, reconnu comme un véritable autodidacte. Son histoire est celle d'une success story. Deux rencontres singulières qui nous montrent que rien n'est joué d'avance, deux rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Alors Henri, effectivement, à 28 ans, vous prenez une grande décision. C'est quoi cette grande décision qui n'est pas comprise par tout le monde à ce moment-là? J'étais trader, tout le monde a entendu parler des traders Donc qui gagnent dans la beaucoup finance. d'argent. Dans la finance, exactement, travaillant pour une banque. Et puis j'annonce à mon directeur que je vais démissionner. Il est un petit peu étonné. Et il me demande où je vais partir. Et je lui dis que je pars pour un monastère. Pour être moine. Et à ce moment-là, on vous propose un poste important? Oui, en même temps, bon, il y avait beaucoup des chasseurs de tête, comme on disait à l'époque, et notamment une grande banque américaine qui m'appelait tous les jours pour me proposer encore plus. Et donc, quand ils ont appris que, effectivement, j'avais pris ma décision, ils pensaient que j'allais les rejoindre. Et je leur ai dit non, mais en fait, je vais partir pour un monastère. Il y a eu un grand blanc, un grand silence monastique pour le compte. Et je me rappelle très bien que mon interlocuteur m'a dit c'est la seule concurrence que j'accepte. Voilà, c'était un peu le choc pour lui. Il ne supportait pas l'idée que vous alliez à la concurrence, parce qu'il avait renchéri, bon, en fait. voilà, en tout cas, voilà, vous refusez effectivement ce qu'on appelle une carrière, une réussite matérielle, sociale, et donc pour cette vie-là, une vie intérieure. Et vous nous direz comment ont réagi les gens autour de vous, si vous assez êtes senti intéressant. compris à ce moment-là. Ouais. Alors, Adrien, j'étais pas à l'école avec vous, mais vous étiez considéré comment à l'école? J'étais un cancre, j'étais extrêmement nul à l'école, et j'ai arrêté l'école en 4e, après avoir, je crois, battu un record chez les cancres, qui est de passer en 3e, puis de revenir en 4e. Donc j'ai été rétrogradé, et là ça a été le coup de trop, et j'ai décidé d'arrêter alors que c'était illégal à l'époque. Donc, de manière illégale, vous arrêtez l'école, parce qu'effectivement, il faut aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. On va dire que tout le monde s'inquiète pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes un modèle pour plein de gens dans ce pays, puisque vous avez eu une idée formidable. Je ne sais pas si vous avez fait fortune, mais en tout cas, vous avez 50 collaborateurs dans le financement participatif. Et donc, c'est considéré comme une réussite. Je ne sais pas si c'est une victoire, en tout cas, c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai accepté de venir dans votre émission pour que ça puisse me servir de témoignage pour les gens qui nous regardent, qui sont peut-être dans la même situation que moi. La situation, c'est quoi? C'est dormir dans le canapé de ses parents? C'est dormir dans le canapé de ses parents jusqu'à très très tard pour pas réussir à monter une entreprise. Quelquefois, avoir la chance de reprendre un appartement puis de devoir le lâcher pour repartir sur le canapé. Quelquefois, de manger des pâtes sans rien mettre dedans. Quelquefois, ne pas avoir les pâtes à mettre dans l'assiette. C'est pas facile de monter une entreprise. C'est pas facile d'être entreprenant de manière générale. Et encore moins quand on a arrêté l'école à 14 ans. Et comment on y croit quand personne n'y croit?
c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Henri, pour qu'on comprenne un peu effectivement ce choix si particulier, on passe de la finance à devenir prêtre, c'est pas banal. Vous grandissez dans quel... Moine, parce que c'est... Moine. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Les moines sont des célibataires qui vivent en communauté. Ils n'ont pas forcément charge d'une paroisse, d'une église, etc. Et ils n'ont pas vocation à convertir les autres, à prêcher. C'est une vie assez silencieuse, même très silencieuse, qui est en fait fondée sur la prière et le travail. C'est des gens aussi qui vivent de leur travail. Il y a des travaux qui ne ressemblent pas du tout quand on est moine à ce que vous faisiez avant. C'est sûr. Vous êtes passé de vous brasser, chaque décision, vous brassez des millions, puis après vous allez faire Des milliards. Des milliards. 15 milliards, le budget de la Tunisie qu'on gère à 5 traders. Voilà, et après vous allez envelopper du fromage. Exactement. Vous allez faire quand vous serez moine, donc on verra comment vous vivez l'écart. Donc, dans quel genre de famille vous grandissez? Alors, moi, je suis né dans une famille aisée. Je suis franco-américain. J'ai vécu mon enfance à New York. Après, mon père a été nommé à Bruxelles. Et puis après, Paris. Et donc, Votre père est dans quel domaine? Mon père était banquier à l'époque, pour une banque américaine. Et donc, je manque de rien. J'ai en plus une famille unie. Je garde de cette période de ma vie une espèce d'insouciance. Vos parents entendent quoi de vous, d'ailleurs? Alors, mes parents étaient très ouverts. Ils nous répétaient toujours qu'il fallait faire ce que on se sentait l'envie de faire, le désir de faire. Donc, c'était assez ouvert. Même si moi, par exemple, j'avais un talent je faisais du dessin, de la peinture. Assez tôt, je me suis mis à la bande dessinée. Et il y avait quand même une petite musique qui était, bon, le dessin, c'est bien, mais il faut quand même faire des études sérieuses. Avant, c'était le... Et c'est quoi? C'était formulé? Ou c'était d'autocensure? Non, ça, c'était formulé par le milieu familial. Donc, pas de problème, on peut te payer des cours de dessin si tu veux. Mais ça restera un hobby. Voilà, c'était un peu le message. Donc, il y avait quand même ça en arrière-fond. Et puis, j'allais dans des écoles qui étaient des écoles très clairement élitistes. D'ailleurs, à Paris, j'étais avec la famille Giscard d'Estaing, Mitterrand, De Gaulle. Et donc, finalement, à quoi vous vous destinez? Alors, à l'époque, ça n'est que quand je suis devenu lycéen et puis étudiant que j'ai commencé à m'interroger sur, oui, mais quel métier? Et j'étais assez attiré par l'enseignement. Mais compte tenu du milieu dans lequel j'étais, rétrospectivement, si j'analyse, quand vous étiez dans les petites classes, vous aviez encore le fils du fleuriste d'à côté ou du gardien d'immeuble, et plus la sélection avançait, vous arriviez en terminale, tout le monde parlait des vêtements de marque, ceci, cela, des soirées chez madame de trucs en chose, et finalement... de manière un peu pernicieuse, insidieuse, vous compreniez qu'il faut aller absolument être cadre et si possible réussir Polytechnique. C'était pas dit, mais on sentait qu'il fallait quand même, il fallait être à la hauteur et tenir son rang, en quelque sorte. Et tenir son rang, c'est gagner du fric quand même. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on en arrive là, oui. Mais c'est subtil. Parce que vous dites, vous compreniez... un peu des messages subliminaux. Voilà. Et il fallait gagner du fric. Ouais. Donc, vous êtes dirigé vers la finance. Oui, parce qu'être instituteur, ça gagne pas de fric. Et donc, moi, je fais des études d'économie Panthéon-Sorbonne. Après, je fais Sciences Po Paris, parce que je me rends compte que j'ai des moyens pour réussir le concours d'entrée. Et donc, je sors diplômé de Sciences Po. Et puis, il se trouve que dans les années 80, les banques cherchent des diplômés dans le secteur du marché d'échange, là où s'échangent les devises les unes contre les autres. Et donc, mon père me dit, mais tu vas travailler dans la banque, mais ça, c'est pas la haute banque. On y embauche des garçons de café, parce qu'ils comptent très vite, mais toi qui as fait Sciences Po quand même. Et en fait, c'est le jackpot, mais sans que je l'ai vraiment désiré. Moi, je voulais un travail technique, relationnel et international, puisque je suis bilingue. Et je tombe là-dedans. Il n'y a que des jeunes diplômés, aux dents plus ou moins longues. Et on fait un fric fou. En 4 ans, je gagne plus que mon père. Et donc, du point de vue matériel, je suis content. Le métier est assez intéressant parce que c'est nouveau. Et donc, tout se passe bien pour moi. Ok, et on va voir à quel point ça se passe bien, à quelle vie ça correspond, quel genre de regard vous avez dans la société par rapport à ce que vous faites, même si les gens ne comprennent pas tout. Et on verra pourquoi un jour vous décidez de tout arrêter. Adrien, au fond, même question, on essaie de vous visualiser dans l'enfance. Donc avant de parler de l'école, de quel genre de milieu vous êtes issu? Moi, j'ai connu pas mal de gens que vous avez cités. Je viens d'un milieu bourgeois, plutôt aisé, mais éduqué que par ma mère. Et ma mère avait pas vraiment d'argent, mais elle faisait tout pour qu'on soit éduqué dans les beaux quartiers, qu'on aille dans les bonnes écoles.
Donc on a toujours été un petit peu aidé financièrement par des amis à elle. Et donc un milieu bourgeois avec beaucoup d'artistes aussi, des grands-parents acteurs, tout un milieu artistique, bourgeois. Et en même temps, en grandissant, j'ai pu fréquenter des gens de tout autre milieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je peux être un caméléon et je peux me retrouver avec toute typologie de gens et me sentir extrêmement à l'aise, en fait. Et ça, c'est une chance. Très important, ça. Et donc précisément quand vous êtes à l'école, là aussi, quelles sont les attentes? Votre mère, elle rêve de quoi pour vous? Ma mère rêve pas que je sois le premier de la classe. Elle rêve pas non plus que je passe ma vie à être le dernier. Elle aurait été très heureuse à ce que je sois au milieu de la classe. Et en fait, ce qui va être Et extrêmement elle rêve étrange, de quoi comme métier pour vous? elle rêve d'aucun métier pour moi. Elle veut Quel que ce genre soit un métier qui soit un métier que j'ai choisi, dans lequel je m'épanouis. Enfin, elle est extrêmement ouverte sur toutes ces questions-là. Elle va pas être aussi ouverte que ça au moment où il va falloir arrêter l'école à 14 ans. Mais en tout cas, j'ai pas eu de pression sociale ou de pression familiale pour quelconques études ou quelconque métier. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que j'ai toujours été dans le public jusqu'à la 6e. Et à la 6e, je sais pas ce qui me prend. Mes meilleurs amis étaient souvent les premiers de la classe, alors que j'étais le dernier. Truc un peu étrange. Et en fait, j'avais un petit complexe vis-à-vis d'eux. Et je décide, pour la 6e, d'envoyer du lourd et d'arriver dans la meilleure école privée de Paris. Et là, c'est l'enfer. Là, c'est la descente aux enfers. Je me retrouve tous les week-ends et tous les mercredis collés. Et je continue ma dérive scolaire, mais dans un endroit extrêmement strict. Et en fait, Qu'est-ce qui est compliqué pour vous en classe, en fait? Qu'est-ce qui est... la concentration, ça ne m'intéresse absolument pas. Les professeurs ne m'intéressent absolument pas. On a appelé ça par la suite une phobie scolaire. Je ne sais pas exactement si ça tient la route. Après, je me suis rendu Il n'y a compte que vous qu'il y avait qui savez si vous aviez mal au ventre quand vous alliez. J'avais mal au ventre. J'avais une boule dans le ventre qui était infernale. Et en même temps, j'ai eu une enfance plutôt heureuse quand même, et j'étais plutôt joyeux. Donc, mon but, c'était de me marrer, de faire le plus de blagues possible, et d'être aimé pour mes blagues, d'être aimé pour mon amusement quotidien, et si possible, de donner le sourire au plus de monde possible dans la classe. Et si ça peut le faire chier la professeure et être un peu provoque, un peu dérangeant, c'était parfait. C'est votre manière à vous de trouver votre place. Ouais, exactement. Et voilà, et comme c'était de l'amusement permanent, j'étais en pension, un ami m'invitait le week-end, c'était les seuls moments de libre, à toutes ces soirées. Et toutes ces soirées, il n'y avait que des filles, et toutes ces filles venaient toutes de la même école privée du 7e arrondissement. Et donc ça a été ma dernière motivation de changement d'école, et je me suis retrouvé dans un harem à 13 ans et demi et à penser que gonzesse. Et ça a duré 3 mois. Je me suis fait dégager de cette école au bout de 3 mois. Et là-dessus, je me fais virer, et ma mère me dit, écoute, tu te démerdes maintenant. Je vais plus aller voir des directeurs d'école. Je vais arrêter de supplier des gens pour qu'on te prenne dans des écoles. Tu te débrouilles. Qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous dit ça? Je vis comme une trahison en me disant je suis trop petit pour faire ça. Et en même temps, je me dis, bon, c'est peut-être la clé finalement pour continuer à faire des choix qui seront peut-être un peu plus justes que ceux que j'ai fait auparavant. Et donc, je décide de choisir la pire des écoles de Paris, toujours privée, parce qu'un ami cancre me la recommande, en me disant, tu vas voir, on est super tranquille là-bas. Et à l'époque, je foire la suite de ma 4e. Donc rendez-vous avec le directeur de l'école et il me dit, bah voilà, c'est terminé, vous allez redoubler votre 4e. Et je ne sais pas pourquoi, le redoublement pour moi, c'était la pire des humiliations, le pire des échecs. Et justement, arrêtons-nous là. Je veux savoir si, parce que là vous le racontez en nous faisant rigoler, et puis on connaît la suite de l'histoire. Mais à quel moment, pendant tout ce parcours, vous sentez le rejet ou vous sentez de l'humiliation? Le rejet, vous dites non parce que finalement vous trouvez votre place en faisant le rigolo. Ouais. Alors que finalement, là-bas, on valorise la réussite. Comment ça se vit, ça, déjà? Très honnêtement, c'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes qui passent de rire en pleurs, de pleurs en rire. Quand vous pleurez, c'est pourquoi, par exemple? Vous vous rappelez? Je pense que c'est pour la difficulté que ça crée auprès de ma mère à la maison. Et c'est du conflit permanent avec ma mère. La sensation d'être décevant? La sensation de ne pas être compris plus que d'être décevant, en fait. J'avais pas l'impression d'être décevant vis-à-vis de ma mère, qui m'a pas non plus Qu'est-ce que vous aviez envie qu'on comprenne à ce moment-là, hein? Je pense que j'avais envie qu'on comprenne que j'étais pas fait pour cette voie et qu'elle allait durer encore bien trop longtemps, en fait. C'est-à-dire, je me souviens en 4e faire le compte et me dire mais c'est impossible, c'est insurmontable d'aller jusqu'à la terminale, c'est beaucoup trop d'années. Et me dire si en plus de ça derrière il faut continuer à faire des études,
C'est une vie, en fait. Et j'avais l'impression que c'était une vie, en fait. Et la souffrance, c'était quoi? C'était d'être en cours et de ne pas être captivé, donc de l'ennui, ou c'était la rendu des copies, ou finalement c'est l'humiliation parce qu'on est en queue de peloton? En fait, on s'installe dans ce rôle de cancre, ce qui fait que la note n'est absolument pas une sentence. On va presque dire qu'une bonne note, en fait, m'aurait dérouté. C'est dans cet état d'esprit-là que je me sentais le mieux, et c'est ce regard des autres qui m'arrangeait le plus, en fait. J'avais pas envie d'être C'était votre celui- place, quoi. C'était ma place. Une réaction peut-être, Henri, parce que je vous entends rire dans cette manière de le raconter, évidemment. Oui, non, c'est drôle, mais je comprends très bien ce que tu expliquais là sur le fait de devenir, d'occuper un rôle qui est celui de l'amuseur public. Ce qui m'est arrivé de jouer au tennis contre quelqu'un qui était bien meilleur que moi, et à un moment donné de la partie, je joue plus du tout le score et je vais commencer à faire le clown parce que c'est une manière finalement de vivre sa défaite annoncée, programmée, de manière moins humiliante. Et puis ça va faire du spectacle qui n'en était pas, ça va faire du spectacle. Donc on va transformer un désastre en quelque chose qui est positif. Ça vous va, ça, transformer le désastre en spectacle? Oui, il y a quand même l'idée de se dérober, quand même. Et puis il se trouve qu'en France, c'est différent dans les pays anglo-saxons, mais en France, on ne cherche pas forcément les talents ou le potentiel. Donc vous, à ce moment-là, vous ne connaissez ni vos talents ni votre potentiel. Non, mais j'ai déjà. Vous raccrochez à quoi? J'ai déjà des envies, en fait. Alors après, c'est des envies qui sont aussi un peu dans les gènes, parce que j'avais beaucoup entendu parler de cinéma dès mon plus jeune âge, en fait. Donc, je me projetais dans ce que je connaissais, en fait. C'est-à-dire que je me voyais faire du cinéma, je me voyais être acteur, je me voyais être metteur en scène. Mais c'était une imagerie... Ce sont des métiers très précaires. Ce sont des métiers très précaires. Et donc, on m'a beaucoup prévenu en me disant, fais gaffe, va pas là-dedans. Et en même temps, j'avais connu que ça. J'avais des grands-parents qui étaient acteurs, mon père que je connaissais pas, mais qui était chef opérateur, donc je vivais avec cette chansonnette. Et puis j'avais un beau-père qui était vendeur de films à l'étranger. J'ai grandi là-dedans, en fait. Ce qui fait qu'à 14 ans, j'avais une connaissance de ces secteurs d'activité qui faisait que c'était assez naturel pour moi d'y aller. Bon, il s'est avéré que ça n'a pas été... J'ai pas donné suite. Alors, on va voir effectivement quel genre de choix vous avez fait quand vous avez 14 ans et dans quel état d'esprit on décide de quitter l'école de manière illégale, puisqu'il faut aller à l'école jusqu'à 16 ans dans ce pays. Henri, donc, la finance, et vous arrivez dans ce milieu et vous gérez beaucoup d'argent et vous gagnez beaucoup d'argent très jeune? Voilà, donc les 15 milliards de dollars que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on gère. C'est pas ce qu'on gagne. Mais comme je vous le disais, bon, moi, j'arrive au bout de 4 ans, à 28 ans, je gagne plus que mon père en fin de carrière, qui est dans le même secteur bancaire. Voilà, tout va bien sur le plan matériel. Alors, vous allez prendre une décision à 28 ans, mais on n'a pas dit qu'à 20 ans, il s'est passé quelque chose dans votre tête quand même. Voilà, vous avez tout à fait raison. À 20 ans, je suis le parfait petit consommateur occidental, c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un toit, j'ai à manger, enfin, je vis dans des conditions très agréables. De quoi pourrais-je me plaindre? Et pourtant, à 20 ans, c'est l'été, je me rappelle, et je me sens frustré de quelque chose, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, mais de l'ordre intérieur. Et là, je tombe sur un livre qui est écrit par un Italien, mais je pense que ça aurait pu être n'importe qui. C'est un livre sur la prière, mais c'est quelqu'un qui raconte qu'à un certain âge, il s'est retiré dans les déserts du Maghreb, consacré sa vie principalement à la contemplation. Et moi, je connais bien l'univers religieux, parce que mes parents sont chrétiens, j'ai de la famille juive à New York. Pour moi, les questions religieuses ou spirituelles, je préfère peut-être ce mot spirituel, me paraissent être plus de l'ordre de l'organisation sociale, des traditions familiales. Mais ça ne me touchait pas, en fait. Et alors, ce livre? Je lis ce livre et je me dis, bon, ce monsieur a fait cette expérience de prière, et si j'ai bien compris ce qu'il dit dans ce livre, il faudrait que je me retire quelque part et que je demande à Dieu, la divinité, que je puisse le rencontrer, ou qu'il vienne à ma rencontre. Donc ça me paraissait un projet un peu fou, et je me risque à cette démarche, c'est-à-dire que je vais dans ma chambre et je me dis, voilà, Dieu, si tu existes, manifeste-toi à moi. Et donc à ce moment précis, je fais une expérience de paix intérieure, de joie, qui me suffit, et qui me marque tellement que après cette expérience, je vais essayer de me l'expliquer en bon fils de Descartes, parce que je suis américain mais français, et donc je passe tout à la moulinette de la raison. Et en fait, j'arrive à une conclusion, enfin à différentes conclusions, et une de mes conclusions provisoires, c'est qu'effectivement, cette histoire d'avoir une vie spirituelle, c'est quelque chose qui, comme l'air que je respire, me régénère, me donne de l'esprit, et m'ouvre aux autres.
Et je vais me brancher sur une attitude de l'existence qui est plus existentielle, plus intériorisée. Alors justement, comment vous vivez? Parce qu'on verra quelle décision vous prenez, mais il y a un peu de schizophrénie à certains moments entre ce monde de réussite sociale, matérielle, et d'un côté une recherche spirituelle. Il y a la nécessité de se poser des questions, parce que je suis confronté à ces questions. Et il y a un tiraillement. Mais un jour, je m'en rappelle très bien, je suis le matin chez moi, et donc je dois partir travailler. Et je me mets à pleurer et je me dis, non, là, il faut que je donne ma démission. Vous êtes en burn-out? Alors, ça, c'est une analyse qu'on pourrait faire rétrospectivement. Bon, pour moi, c'est que je désire autre chose que la vie que je mène. Et à ce moment-là, oui, je prends ma décision, c'est-à-dire je pars à la banque et je demande un rendez-vous avec mon directeur. Alors, vous pouvez nous raconter les détails de cette journée, parce que c'est quand même une journée importante pour Oui, votre c'est- existence. Ouais. Parce que là, on vous attend pour être à votre poste. Ouais. Et là, vous voulez parler au Et directeur. donc j'arrive, et alors comme on sait que je suis prisé, que j'ai des offres partout, etc., bon, mon directeur, quand il entend que je veux le voir, s'attend à ce que je lui dise que je pars à la concurrence. Et donc il tombe un peu de sa chaise quand je lui dis, surtout que je crois 15 jours avant, profitant de la situation, j'avais demandé une augmentation assez faramineuse, je crois 30% de mon fixe, une prime dont j'ose même pas parler ici. Et maintenant, je lui dis que je vais partir dans un monastère où a priori je vais Vous rien renoncez gagner. à tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est pas sa réaction à lui qui m'a le plus frappé, mais beaucoup d'autres réactions. Un de mes collègues polytechniciens, quand je lui ai dit que je partais pour un monastère, c'était comme un écran d'ordinateur qui bug. Vous entendez le bruit du disque dur, mais il n'a pas pu parler. Le choc total, pas de capacité à traiter cette information avec son logiciel à lui. J'ai vu d'autres de mes collègues qui me disaient c'est génial, on fait un boulot de con, etc. Et moi, je n'étais pas sous cette ligne-là. Je dis non, je ne suis pas en train de vous critiquer, je prends une décision pour autre chose. Dans la rue, un clochard que je rencontrais souvent s'est jeté dans mes bras en disant c'est super. C'est assez émouvant, enfin, de voir que les gens réagissaient très fortement. Je me rappelle d'un de mes collègues avec qui je déjeunais, mais que je connaissais pas plus que ça, qui a profité de ces occasions pour me dire, je l'ai dit à personne, mais je suis homosexuel et je voulais t'en parler, etc. J'étais un peu surpris qu'il me parle de questions privées à cette occasion-là. Que votre décision radicale va provoquer des choses chez... Voilà, ça fait réfléchir, et même plus profond que réfléchir. C'est-à-dire que ça peut faire tomber des digues. C'est ça qui m'a frappé. Chez qui? Chez les autres? Chez les autres. C'est-à-dire, moi, j'ai affronté un mur, parce que c'est pas évident. Le lendemain, je me suis dit, mon Dieu, mais j'avais de l'argent de côté que j'avais investi, parce que c'est aussi une habitude qu'on prend à force d'être dans ce type de métier, c'est que, voilà, vous pensez à investissement, etc. Et on se dit tout à coup, mon Dieu, mais c'est bête parce que les taux d'intérêt ont évolué dans on est toujours dans la logique de voilà combien ça va me rapporter du fric. Et on se dit ben non, attends, je rejoins un monastère où j'ai plus de salaire à moi, où on partage tout. Et là d'ailleurs à un moment donné, j'avais une frayeur pour moi-même, c'est de me dire j'ai un super CV, on me demande partout, mais je vais me pointer dans ce monastère. Il va falloir rester déjà 4 mois pour devenir novice. Après faire des vœux temporaires, enfin il faut au moins 5 ou 6 ans pour faire des vœux définitifs. Et les gars vont peut-être regarder mon CV et me regarder vivre en me disant, écoutez, on vous trouve très gentil, mais franchement, soit vous n'êtes pas à la hauteur, même si ce ne serait pas dit comme ça, ou alors c'est pas fait pour vous. Enfin, en fait, je me suis retrouvé à poil. Parce que vous tournez le dos à quelque chose et vous ne savez pas si vous ferez partie de cette Moi, j'ai nouvelle vraiment vie. eu la trouille de ma vie après. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai peut-être fait une bêtise là. On va rester là. Mais j'ai maintenu ma position. Je me suis dit, de toute façon, dans les prises, il faut assumer. On va rester là, on va voir ce qui s'est passé vraiment. Mais donc, effectivement, merci de me raconter dans le détail ce qui s'est passé à l'intérieur de vous quand vous prenez cette décision radicale qui n'est pas toujours comprise. Et vous avez pris une décision radicale, Adrien, à l'âge de 14 ans. Comment avez-vous compris cette décision? Et d'une certaine manière, j'ai un peu vécu la même journée que toi, Henri, sur ce réveil en pleurs qui est décisif et qui va faire tourner notre vie finalement dans un nouveau champ des possibles. Donc vraiment, vous vous réveillez Je me réveille Alarme. et je me pose le pied au sol. Je sais qu'on est au mois d'avril. Il y a un festival de cinéma qui est à Paris à ce moment-là. Et je me dis, j'y vais. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Et je vais me faire un réseau en allant balader dans les couloirs de ce festival. Là, vous avez déjà annoncé que vous arrêtiez? Non, mais ça se fait ce jour même. Et donc, je me lève, je dis à ma mère, je ne vais plus jamais à l'école. Je prends mes affaires. Réaction?
Elle dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, bah non, je pars au Festival du film de Paris sur les Champs-Élysées. J'ai déjà écrit un court-métrage que je vais faire très prochainement. Je vais trouver un stage. La décision est prise. Et j'avais qu'une maman à convaincre. J'avais pas le papa qu'il faut convaincre aussi. Donc c'était un peu plus facile que dans d'autres familles. Et là, je pense qu'elle a dû s'effondrer en larmes aussi. Je pense que ça a été un moment extrêmement violent pour elle. Mais ça s'est fait du jour au lendemain. Alors, sans doute avec certainement mûri pendant quelques temps. Je sais que j'arrêtais de travailler depuis longtemps à ce moment-là en classe et que j'écrivais déjà un scénario que je voulais réaliser. J'étais déjà rentré dans cette phase, mais ça se fait vraiment du jour au lendemain et c'est presque inexplicable en fait. C'est presque comme un truc dans le ventre qui fait que, au même titre qu'on peut avoir une boule dans le ventre d'angoisse, et ben on va avoir une force, une énergie dans le ventre qui va nous pousser à faire quelque chose d'inouï ou de singulier. Bah, ce jour-là, j'arrête l'école et je file directement sur les Champs-Élysées. Et je me retrouve à croiser ma cousine qui travaille dans le cinéma à ce moment-là, qui me présente à son petit ami qui est acteur, qui vient de faire un film qui est dans le festival, et puis il m'embarque avec eux dans une soirée avec Bruno Kremer, et puis je me retrouve dans cette bande, et puis je suis cette bande, et avec tous les acteurs de l'époque qui commençaient, et je me fais mon petit bonhomme de chemin là-dedans, et Maude, ma cousine qui travaillait dans le cinéma à cette époque, est extrêmement importante pour moi, me dit, t'as bien fait, tu peux très bien faire du cinéma en ayant arrêté l'école à 14 ans, ton orthographe est pathétique, mais tu vas apprendre, tu parles pas anglais, mais c'est pas grave, tu resteras dans le cinéma français, et puis on va te présenter des gens, et je vais te présenter un type qui va t'aider. Et elle me présente un de ses amis, qui faisait le montage de son premier long-métrage dans une boîte de production. Et c'était par hasard la boîte de production qu'une autre personne m'avait recommandée pour aller faire mon premier stage. Et donc je me retrouve à avoir qu'un unique rendez-vous, mais avec deux personnes différentes dans une seule entreprise. Et je me retrouve à suivre Ludo, le pote de Maude, qui va devenir mon mentor, en fait, qui va devenir une personne extrêmement importante. C'est lui qui va me donner mes premiers livres à lire, c'est lui qui va m'emmener avec lui, alors qu'il a 30 ans ou 32 ans à l'époque, et j'en ai 14, dans toutes les soirées, dans tous ses dîners, dans sa vie quotidienne. Et pour pouvoir le faire, en fait, ma mère avait pris des cours par correspondance privés, qu'elle payait, donc je recevais les cours tous les jours, chaque semaine, et je les mettais à la poubelle. Et ma mère m'avait fait un mot pour que je sois assuré, pour que je puisse être sur tous les plateaux de tournage, j'en ai une assurance. Donc ma mère me couvrait et des gens me donnaient des boulots non rémunérés, et j'ai fait ça pendant 1 mois et demi. Donc j'ai fait des clips, des pubs, des courts-métrages, des plateaux photos, tout un tas de jobs. Et à côté de ça, j'ai trouvé un agent, j'ai commencé à faire des téléfilms en tant qu'acteur, en fait. Et l'argent que je gagnais, je le mettais de côté. Et à partir de mes 16 ans, j'ai pu rentrer dans la légalité. Et donc, je me suis fait émanciper auprès du juge de tutelle pour être adulte avant l'âge. Donc, j'avais le droit d'être payé, de payer mes impôts, tous les trucs super chouettes de la vie. Et je peux monter une entreprise. Donc à 16 ans, ça vous passe par la tête. Monter une entreprise Ouais. à 16 ans, c'est pas banal. Mais non, mais en fait, comme je voulais absolument faire des courts-métrages, et que personne ne voulait les produire, et donc en fait, l'argent que je récupérais en tant qu'acteur, je l'ai mis pour créer une entreprise de production de courts-métrages, et j'ai produit des courts-métrages, et j'ai fait des making-of pour avoir de l'argent, parce que mes courts-métrages n'en rapportaient pas. Et donc j'ai fait ça, et en fait, j'aurais jamais dû la créer, cette entreprise, mais sauf que du coup, j'ai aussi appris à la fermer. Donc à 17 ans, j'ai dû fermer cette entreprise. Mais c'est important ce que vous dites parce que, au fond, vous le vivez pas comme des échecs, mais Non. comme une succession d'expériences. Ouais. Ah oui, c'est que je vis ça comme des expériences, et je cherche les expériences. Je cherche les expériences à tel point que, à l'époque, je faisais un téléfilm avec Lambert Wilson, et j'ai un coup de fil d'un pote qui me dit, est-ce que tu veux récupérer mon job d'assistant personnel de Thierry Ardisson. Donc moi, j'avais une carrière d'acteur qui commençait à super bien marcher. Et j'accepte le job de directeur des fruits et légumes de Thierry Ardisson, quoi. C'est-à-dire que c'était bien moins intéressant, entre guillemets, sur le papier, par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Une vie cachée de moine, presque. C'est presque... j'étais habillé en noir. Et donc, à 16 ans, je me retrouve au tout début de Tout le monde en parle, à être assistant personnel sur les post-productions, sur le montage des émissions de Thierry Ardisson. Donc, je le vois une fois par semaine, mais de 10h à 10h du matin le lendemain. En fait... D'un côté, on m'envoyait un chauffeur à 6h du matin pour m'emmener sur les plateaux de cinéma où je travaillais qu'1 minute par jour, tout en étant payé grassement. Et de l'autre côté, je faisais des trucs où je m'habillais en noir comme un esclave, en me faisant parler comme une merde, et je gagnais un tout petit salaire ridicule. Sauf que je vivais une expérience.
Et comme petit, j'avais rêvé de la télévision faite par Thierry Ardisson. J'avais la chance tout d'un coup en fait d'être une petite souris dans un monde de l'entertainment ou de la télévision culte pour moi en fait. Et très honnêtement, en fait, c'est la curiosité qui amène à ça. Et donc une curiosité qui fait qu'il n'y a pas de peur. Non, il n'y a pas de peur, il n'y a que de l'excitation en fait, et chaque expérience me remplit de joie, et elles sont pas toutes évidentes. Hein. Ça restait à ce moment-là une vie difficile. En quoi difficile? Parce que quand vous le racontez, il y a quelque chose de Oui, parce que moi, je me suis éclaté. Je me suis éclaté, mais en même temps, j'étais en décalage. J'étais en décalage avec les gens de mon âge. Je passais ma vie avec des gens plus vieux. Donc, j'ai pas vraiment eu d'adolescence. J'ai eu une enfance et une vie d'adulte, et j'ai pas vraiment eu d'adolescence. On se sent différent? On se sent un petit peu différent. Et puis, vous vous sentiez compris par qui? Je me sentais compris par les entrepreneurs et par les gens qui me soutenaient, parce que j'ai été extrêmement soutenu. J'ai parlé de ma cousine Maude, j'ai parlé de mon ami Ludo, que des gens plus âgés que moi, qui me prenaient par la main, qui me guidaient, qui me fléchaient, mais surtout qui me montraient qu'en fait tout était possible. Et c'est ça ce que je retiens. Et au même titre que ma cousine Ombline, en fait, a fait des trucs pour moi à cette époque. Quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis, mais c'est fou. Je faisais des courts-métrages, je voulais les droits de la musique, d'une musique de Radiohead, un énorme groupe international. Et Ombline, ma cousine, me dit, mais on va leur demander les droits. Et elle avait mené toute une négociation jusqu'au management de Radiohead, jusqu'au groupe qui avait vu mon court-métrage. Mon court-métrage était nul. Elle avait fait ça pour moi. Elle n'avait pas fait ça pour le film. Elle avait mis en difficulté potentiellement sa réputation vis-à-vis de ce groupe pour me montrer que c'était possible de demander l'impossible. Voilà, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est ça. J'ai la sensation, c'est que du coup, il n'y avait pas d'autocensure et on ne fait pas les questions et les réponses. On fait juste les questions. C'est ça que ça vous apprend. C'est ça. Et il y a un truc qui du coup, est resté ancré en moi. C'est le principe des champs des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des zones en fait on refuse d'y aller. Et en fait, en refusant d'aller dans cette zone, on se coupe d'une multitude de choix. Et à partir du moment où on décide de rentrer dans cette zone D'incertitude, de cette zone d'inconnu, tout d'un coup, il y a une multitude de choix. Et je prends très souvent l'exemple de Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1 dans les années 80. Quand vous êtes dans une prison, vous avez des barreaux, il est impossible de passer dans la cour, dans une cour dans laquelle il y a des miradors avec des fusils, et franchir une cour de 100 mètres pour arriver à un mur qui est bien trop haut à franchir, c'est une troisième barrière à franchir, et puis ensuite il y a un grillage qui est insurmontable. Donc si vous prenez en fait ces 4 difficultés, vous restez dans votre cellule à vie. Mais si vous partez du principe que vous allez commencer par régler la première problématique, qui sont ces foutus barreaux de votre cellule, une fois que vous aurez réglé cette problématique et vous aurez réussi à passer ces barreaux, un nouveau champ des possibles va s'ouvrir à vous. La chance qu'a eu Mérine, c'est que je crois que les types avaient un peu trop fêté quelque chose la veille et que du coup, ils n'ont pas réussi à le canarder et il a pu courir et arriver jusqu'au mur. Et une fois qu'il est arrivé au mur, troisième nouvelle surprise, il y a une prise qui est à hauteur d'homme. Et il arrive à franchir le mur grâce à cette prise. Et une fois qu'il est devant le grillage, il y a un trou. Et il arrive à se carapater. donc c'est pas un tuto pour s'évader de prison. Non, C'est une métaphore. Pour vous pouvez le voir comme vous voulez. pour nous dire. Mais c'est une métaphore pour dire qu'en gros, à partir du moment où on essaye de découper les problématiques pour éviter de s'en faire des monstres, et qu'on prend les étapes les unes après les autres, quand on règle une étape, on arrive dans un nouveau monde. Et ce monde, en fait, il est bien plus optimiste que ce qu'on pouvait espérer, et il va vous offrir une multitude de choix, et vous n'aurez plus qu'à faire le choix d'après et rentrer dans une autre zone. Et c'est comme ça que j'essaie de vivre, et c'est comme ça que j'essaie de vivre en tant qu'entreprenant ou en tant qu'entrepreneur. On sent que vous avez besoin de transmettre ça à finalement tous ceux qui nous regardent et qui se mettent des limites. Ok, et on va essayer de comprendre quelle est votre légitimité tout à l'heure, parce qu'effectivement votre réussite est spectaculaire, mais avant cette réussite, il y avait pas mal d'échecs et une sensation parfois de piétiner. Henri, on vous a laissé dans le récit au moment où vous annoncez à votre patron dans la finance que finalement vous avez envie de devenir moine. Alors c'est un petit peu long, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, pour devenir moine, il y a plein d'étapes, mais ce serait intéressant que vous nous racontiez toutes les fois où c'est pas si évident, où vous-même vous vous dites, bon là je suis en train donc d'envelopper du fromage, alors qu'avant mon travail c'était autre. Donc c'est quoi les premières heures en fait? D'abord, est-ce que c'est votre silence, votre chasteté? Alors, à un moment donné, vous passez du temps au monastère sans être en communauté, donc il y a une clôture qui n'est pas simplement symbolique, mais réelle, dans laquelle il y a la vie de la communauté. Et puis de l'autre côté, vous avez des retraitants, des gens qui viennent faire retraite, qui ne font pas partie de la communauté, qui sont accueillis, mais dans un espace qui leur est réservé. Donc moi, j'ai fait plusieurs semaines d'abord dans cet espace-là, un peu comme tout le monde.
Et le jour où il a fallu franchir cette barrière entre la communauté et le reste du monde, en quelque sorte, j'ai eu un malaise physiquement, un malaise vagal. Parce que ça devient on va dire. concret, c'est ça? Ouais. Donc vous passez dans un monde parallèle où il se passe quoi? C'est quoi la journée? Alors on se lève très tôt, à 3h30 du matin. Au fil du temps, je me suis rendu compte que ces moines trappistes ne dormaient que 7 heures chaque nuit et que moi, je suis plutôt vers 8 heures. Alors, il n'y a pas de problème, je peux dormir 3 heures ou voire faire une nuit blanche de temps en temps, mais nous, on a dans la vie ordinaire de la plupart des gens, on a des week-ends, des vacances et on peut récupérer. Les moines, jamais de vacances, jamais de week-end, toujours le même horaire. Donc, petit à petit, usure du bonhomme par rapport aux besoins de sommeil. Pour le reste, il y a des repas qui sont pris en silence. Généralement, il y a la lecture de livres. C'est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça comme expérience, je dirais, humaine, fondamentale. Donc c'est votre point commun, vivre des expériences. Voilà. Bon, là, au début, vous découvrez. Effectivement, vous mentionniez la fabrication du fromage. Quand vous avez géré 15 milliards de dollars avec 4 autres personnes diplômées, connectées au reste du monde, que vous alliez au restaurant, que vous visitiez des clients, des courtiers, que vous passiez de Londres. Moi, j'étais responsable de la zone Europe, donc je voyageais beaucoup à la fin de ma carrière de trader. Et que vous êtes confiné à peu près 5 heures par jour, c'est de mettre en presse les fromages. Donc, je suis ouvrier fromager. Ça vous arrive d'être en train d'emballer un fromage ou de mettre sous presse? Et après, oui, emballer, l'emballage. Enfin, Et ça vous arrive de repenser à la vie d'avant et de voir le grand écart? Alors, je vais vous dire, il me reste un souvenir très précis. Une fois, on a eu la visite du préfet au monastère et il débarque au moment justement où on emballait les fromages. Alors, je suis en bleu de travail. Et il débarque avec toute une série les gens de son cabinet, cravates, etc., parlant de la conjoncture économique, etc. Et moi, je suis là à emballer mes fromages en silence. Et je ressens à ce moment-là quelque chose que je ne suis plus l'homme qu'on pourrait penser important, parce que, oui, les journalistes vous appellent. Enfin, aux yeux du monde, le fait de gagner de l'argent, de gérer de l'argent, de faire un métier technique auquel personne ne comprend rien. Et là, à un moment donné, je ressens quelque chose de, bah oui, j'ai fait un choix qu'il faut assumer maintenant. Moi, je suis monsieur Nobody là-dedans. Je suis le moine X. Bon, je suis très grand, alors on me repère, mais il me reste plus que ça, quoi. Mais 1m94, mais c'est tout ce qui me reste. Et est-ce que vous avez des questions, Adrien, sur cette vie de moine? Est-ce que vous arrivez à- Moi, ma question, mais elle va... En fait, je vous laisse la poser au cas où ce serait la même. Mais j'ai envie de savoir combien de temps ça dure. Non, mais je croyais que vous alliez parler de la chasteté. C'est pour ça que je voulais savoir combien de temps ça dure. D'accord. Alors oui, c'était un élément de votre question, parce qu'en fait, ils font vœux d'obéissance et de stabilité. C'est ça les vœux qu'ils font. L'idée, c'est vraiment que, d'une certaine manière, vous renoncez à vos volontés propres, puisque vous faites partie de la communauté, et si on vous demande de faire tel travail, il faut l'accepter. Mais à la question que vous posiez sur le célibat, je pense que le célibat, dans un environnement dans lequel vous êtes protégé du monde extérieur en termes d'image, puisqu'il n'y a pas de télévision, en termes de relations avec l'extérieur, puisque seuls quelques frères qui sont chargés des courses, etc., sortent dans le monde extérieur, et que les gens qui viennent au monastère ne vont pas venir... vous n'allez pas voir beaucoup de jeunes filles en mini-jupe tout à coup se pointer au milieu de l'église. Donc, à mon grand étonnement, franchement, ça n'a pas été le défi majeur. C'est quoi le défi majeur? Moi, j'ai trouvé qu'au fil du temps, ce qui m'a manqué, c'est plutôt le fait d'avoir un travail dans lequel on va mobiliser mes compétences techniques, relationnelles, et finalement cette capacité de remise en question par un monde qui bouge, qui est ouvert sur l'extérieur, etc., y compris aussi sur la réflexion intellectuelle. C'est que finalement, le choix d'un monde relativement clos, j'ai eu l'impression que je perdais du vent dans ma voilure. Et ça a été une interrogation pour moi. Ça, doublé au problème très concret de j'ai pas assez de sommeil, c'est surtout ça qui m'a travaillé. Et est-ce que vous arrivez à vous imaginer, vous Adrien, vous qui dites moi j'aime toutes les expériences, c'est un apprentissage, etc., vivre cette expérience, donc faut vous imaginer à un moment donné dans une tenue particulière, rasé, Oui. hein? Ouais. Non, pas du tout. Cette expérience précisément, je n'arrive pas à me projeter dedans, mais en revanche, le
le parcours d'Henri et la capacité à se mettre à l'écart pour aller chercher cette sagesse, oui, ça c'est un truc qui me parle énormément. Et alors, Henri, du coup, effectivement, vous êtes dans ce contexte-là, confiné, mais au fond, vous vous interrogez sur votre place dans le monde et vous allez prendre une décision au bout de 4 ans, 4 ans et demi, de quitter ce monastère, de quitter donc ce huis clos, pour toujours, en tant que moine, être utile. Ce qu'il y a, c'est qu'avant de rejoindre le monastère, j'ai eu une vision, dont je n'ai pas parlé encore, mais où je me voyais à Marseille, ce qui était étrange, parce que je ne connaissais pas Marseille, je ne connaissais personne à Marseille, et où j'étais entouré d'enfants visiblement venus du sud de la Méditerranée, que j'aidais à faire leurs devoirs pour l'école. Et le responsable de la communauté, le père abbé, m'a dit à un moment donné, bon, tu me parles de ton manque de sommeil, mais est-ce que ça ne cache pas autre chose? Il m'a dit, j'entends que tu me parles souvent de ces quartiers, de ces banlieues dans lesquels tu voudrais faire quelque chose. Donc, il faudrait peut-être vérifier. Donc, il m'a dit, prends une année, va voir un peu ce qui se fait dans les différents quartiers où il y a ce type d'enjeu. Et puis, si les choses évoluent différemment, tu peux bien sûr revenir au monastère. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure qui n'a pas été simple, parce qu'il m'a fallu un certain temps avant d'aboutir à Marseille, par un concours de circonstances, et donc de créer cette communauté qu'on appelait la Fraternité Saint-Paul, dans un petit quartier de la cité marseillaise. Et là, j'ai capitalisé fortement sur cette expérience monastique dans laquelle on apprend beaucoup à, en quelque sorte, exister sans les sollicitations extérieures. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans les quartiers nord de Marseille, les gens qui étaient un peu dans des démarches similaires aux miennes m'ont dit la première chose à apprendre, c'est de dire non. Parce que sinon, vous allez vous faire happer et vous allez terminer... alors parfois, c'est des histoires de violence liées au trafic de drogue, etc., dans lesquelles vous pouvez être des victimes collatérales. Mais c'est aussi l'épuisement physique, parce qu'il y a beaucoup de demandes, etc. Là, je me suis trouvé dans un nouvel environnement, mais d'une certaine manière, là aussi, logique de déménagement, de repartir à zéro. Il faut créer des liens. Donc là, en l'occurrence, créer des liens de confiance dans un quartier qu'on ne connaît pas, avec des personnes très différentes, puisque c'était un quartier, on va dire, modeste du point de vue socio-économique, des familles pour l'essentiel, enfin pour la majorité en tout cas, de tradition musulmane, essentiellement des familles d'origine algérienne et aussi d'origine comorienne. Il s'agissait de créer des liens. Et en fait, très rapidement, on nous a demandé de faire de l'accompagnement scolaire. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en train de faire ça? Pour moi, ce qui a vraiment été très important, c'est la saveur de la rencontre, avec des choses que j'ai jamais vues dans les beaux quartiers de Paris. Moi, je rentre du boulot, j'ai une shorba ou un bon plat du Maghreb qui m'attend. La voisine me dit... Bon, bien sûr, on faisait beaucoup de choses pour le quartier, mais je me rappelle, dans le 7e arrondissement, avec ma belle vue trader sur la Tour Eiffel, j'ai une de mes voisines qui était très âgée, qui est morte sur le trottoir devant notre immeuble. Personne ne la connaissait. C'était pas le genre de choses que j'ai vues dans ces quartiers réputés difficiles, avec les sauvageons, etc. Donc il y a beaucoup de belles choses que je me suis risqué à voir, et franchement, j'en étais heureux parce que c'était savoureux, c'était beau, et ça avait du sens. Et on verra effectivement que rien n'est joué d'avance, puisque on l'a vu, trader, moine. Ensuite, vous êtes effectivement en train d'aider les gens dans un quartier. On verra comment vous venez conseiller pour un film qui deviendra culte. Et puis, coup de théâtre dans votre vie, comment vous tombez amoureux. Quand on est moine, forcément, c'est un dilemme, nouveau dilemme. On va en parler dans un instant. Adrien, à quel moment de votre vie ou dans quel contexte va venir cette idée qui va faire qu'aujourd'hui, en France, vous faites partie des symboles de la réussite? C'est venu d'une discussion familiale avec ma cousine Ombline, qui travaille dans la musique depuis 10 ans. On est à ce moment-là en 2007. Et Ombline me dit c'est le bordel dans la musique. Et il y a quelque chose de fascinant une étude fascinante qui vient de sortir, qui montre que les gens n'ont jamais aussi peu payé pour de la musique, et que pour autant, le paradoxe, c'est qu'ils n'ont jamais autant écouté de musique de leur vie. Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, c'est l'effondrement des maisons de disques, puisque les gens n'achètent plus de disques, ils téléchargent gratuitement, et donc ça change complètement la consommation. Et donc les professionnels de la musique, les artistes, les chanteurs, etc., sont un peu déstabilisés dans cet univers. Exactement. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a un des premiers réseaux sociaux qui se crée à ce moment-là et qui va vite s'éteindre, qui s'appelle MySpace. Et sur MySpace, à cette époque-là, en fait, MySpace est tenu par la musique, et les artistes discutent avec leurs fans. Et Ombline me dit, c'est peut-être le moment pour créer une plateforme sur Internet qui permet aux artistes de lever l'argent pour pouvoir réaliser un album ou une tournée auprès de leurs fans.
Et elle me dit, les maisons de disques galèrent, n'ont plus d'argent pour le faire, les artistes galèrent, n'ont plus d'argent pour aller au bout. Et donc, comment réussir à réunir tout ce petit monde ? C'est peut-être de les faire travailler ensemble d'une certaine manière. Et de cette idée-là, à ce déjeuner, je lui dis, mais on va certainement vivre la même chose dans le cinéma, dans la presse, dans le spectacle vivant et dans à peu près tous les secteurs culturels, dans beaucoup de secteurs innovants et dans beaucoup de secteurs solidaires. Et puis du coup, on brainstorm, on trouve plein d'autres idées, plein d'autres secteurs d'activité. Et en fait, on se rend compte que finalement, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est l'idée que Facebook, qui est déjà un réseau social important, nous a montré qu'on avait une capacité à partager des choses extrêmement intimes, des photos de ses enfants en vacances, etc. Et que tout d'un coup, on va peut-être être capable de partager quelque chose d'extrêmement intime, c'est l'argent. Et qu'on va être capable de partager cet argent. Et que nous, on va simplement installer des tuyaux pour que les gens partagent cet argent en toute autonomie, en toute liberté. Et après ce déjeuner, elle rentre chez elle. Elle en parle à son mari, à Vincent, qui par alliance est mon cousin. Et ils m'appellent tous les deux ce soir-là et ils me disent t'en parles à personne et si t'es motivé, on se retrouve le soir et le week-end et on essaye de créer cette entreprise ensemble. Et nous voilà partis dans cette aventure où on va écrire pendant 2 ans un projet pour créer une entreprise, créer un marché parce que le marché n'existait pas. Donc on partait de zéro. Et donc ça a été 2 ans... Donc à ce moment-là, ça n'existe pas en France et ça n'existe pas ailleurs dans le monde ? Non, à ce moment-là, non. Au moment Donc où vous on a avez cette idée-là... C'est intéressant qu'on se pose un instant. Donc, et là, d'un coup, vous avez, avec votre cousine et votre cousin par alliance, une idée que finalement, à ce moment-là, personne n'a mis en pratique sur cette planète. Et donc, c'est dire les obstacles qu'il peut y avoir. Donc, c'est l'idée du financement participatif. C'est-à-dire quelqu'un a un projet, il va exposer son projet et peut-être que certains voudront l'aider. Et donc, voilà, chacun à sa portée va pouvoir financer, des fois avec 10 euros, 20 euros. Et ces gens-là vont recevoir une contrepartie. C'est ça ? Exactement. On considère que si on finance la musique, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et donc en fait, c'est une sorte de troc. Je vous permets de faire votre film, je vous permets de faire votre album de musique, je vous permets de lancer une exploitation agricole, je vous permets de monter une association. On retrouve tous les secteurs de la créativité, de l'innovation et de la solidarité. Et ça va fonctionner sur une logique de troc et de mécénat. J'ai financé un film, j'ai mon nom au générique du film. J'ai peut-être le DVD que je reçois à la maison. J'ai financé un album, je vais avoir la liste des chansons du dernier concert que le chanteur avait à ses pieds. Qu'est-ce que les artistes peuvent finalement donner en échange, qui sont forcément des éléments de collectionneurs ou des éléments de préachat d'une œuvre artistique. Donc c'est pas forcément une partie du bénéfice. Non, il n'y a pas cette idée-là. Et en fait, si on enlève l'argent, c'est le lien social qui se crée. Tout d'un coup, en fait, on se rend compte que l'outil qu'on a mis en place, qui était d'une certaine manière assez pragmatique pour régler un problème économique et de créativité dans la musique, va devenir en fait un outil qui génère du lien social, qui permet à 2 milliards de mains d'être sur 2 milliards d'épaules et d'une certaine manière de regarder ensemble dans la même direction et de faire des choses en se donnant la main. Mais ce qui est fabuleux, c'est que pour ceux qui utilisent l'outil et qui vont financer leur projet en fait avec leur communauté, quand on est entreprenant, même quand on est 3, on est toujours un peu tout seul. Et là, tout d'un coup, en fait, la majorité des gens qui utilisent notre plateforme sont plus seuls. Ils partent dans leur aventure avec 100 amis, 100 personnes qui les suivent et qui, eux-mêmes, font un plébiscite et disent « je veux que ce projet existe ». Alors, donc, il y a une sorte de... Vous en parlez bien, et c'est un succès aujourd'hui, et beaucoup de gens le savent, sauf que ça ne s'est pas passé tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut combien de temps pour que ce soit un succès ? Ce qui donne du mérite, ce sont les obstacles. Ça a été quoi, les obstacles ? Il y a des milliers d'obstacles, et il y en a tous les jours, et il y en a encore. Et disons qu'il y en a même plusieurs par jour. En fait, je pense que le dénominateur commun de tout entreprenant ou de tout entrepreneur, c'est d'aimer les emmerdes. Ensuite, pour ce qui est de notre aventure à nous, avant d'être en ligne, avant d'exister, c'est 2 ans de travail sans rémunération. C'est 2 ans de travail pour faire naître quelque chose qui n'est qu'une vague idée au départ et qui va, à la fin, devoir avoir une modélisation économique et pouvoir avoir une rentabilité financière. Puis à ce moment-là, on se lance. Puis on se lance et puis on a mal fait les choses parce qu'on lance une aventure soi-même qu'on ne connaît pas. On a créé donc une entreprise, un marché, mais on s'est créé des métiers. On a inventé nos métiers. On ne savait pas les faire avant de commencer. Donc pendant 3 ans, il a fallu qu'on apprenne notre métier, au même titre que nos camarades qui s'étaient lancés ensemble avec nous dans cette aventure et dans la création de ce marché. Et pendant 3 ans, on rentre du bureau en regardant ses pieds, on repart au bureau en regardant ses pieds. Sur 10 choix qui sont faits, il y en a 9 qui sont des erreurs. Et donc ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de confiance en fait en la vision initiale en fait pour pouvoir mener à bien le projet.
Et donc, avant qu'on parle de ce moment où on peut dire, on a eu raison d'y croire, il y a des moments parce que je crois que vous avez dormi dans le canapé de votre mère, évidemment, pendant ces 3 ans. Parce que quand pendant 2 ans, on écrit un projet et qu'on est sur l'assurance chômage qui nous permet de le faire, on gagne bien moins sa vie qu'avant, il faut rendre un appartement. Il y a des choix dans la vie de tous les jours, en fait, qui sont dans son quotidien, qui sont un peu durs à faire dans ces moments-là. Et moi, j'avais la chance d'avoir ma mère qui me permettait de dormir dans son canapé, dans son petit appart. On était 2, on se connaît bien, on a vécu des moments difficiles, on pouvait vivre celui-là. Elle a été d'une grande générosité, mais c'est arrivé 2 fois. Donc à 2 reprises... à 26 ans, 27 ans, alors qu'on est parti de chez ses parents à 18 ans pour mener sa vie, on revient et puis on n'a pas de fric, c'est compliqué, c'est la galère, etc. Je me rappelle d'un truc. À un moment, en fait, on a dû lever de l'argent auprès de fonds d'investissement qui croient en votre entreprise, qui décident d'investir. Et on a levé de l'argent je crois, si je me souviens bien, à 3 jours de la fin de mes droits à Cédic. Donc j'étais encore soutenu et j'allais ne plus l'être. Et en fait, à ce moment-là, le choix du fonds d'investissement, c'était oui ou non, c'était pas peut-être. Et je me souviens m'être figuré le fait d'être sur une tranche, une Ligne de crête. une ligne de crête, et que si le fonds d'investissement disait oui, je devenais un mec successful, et si le fonds d'investissement disait non, je devenais un loser. Et ça m'avait rendu extrêmement triste, parce que j'avais l'impression d'être la même personne, d'avoir exactement le même projet, et que tout d'un coup, ça allait faire passer, le dé allait faire passer d'un côté ou de l'autre. Et ma mère, qui était un peu angoissée par tout ça, passait sa vie à me dire « il faut que tu trouves un boulot, il faut que tu ailles bosser ». Et elle faisait un peu d'ingérence, et elle me « ah, j'ai eu mon ami un tel qui a eu son fils machin, il faut que tu l'appelles il a un job pour toi ». Je dis « mais t'as pas compris, je veux pas du tout, en plus je le trouve pas fort, je l'aime pas, j'ai pas du tout envie d'aller voir le pote de ta copine pour ce job. Je suis entrepreneur, je fais mon truc, je vais peut-être me péter la tronche, mais je vais jusqu'au bout ». Et donc oui, l'environnement en fait autour est pas toujours le plus évident, mais il y a un truc en fait, c'est que quand on est dans cette situation, on se dit mais tous mes proches me mettent des bâtons dans les roues, ne me poussent pas, ont peur, ils sont terribles. Et d'un autre côté, on a des gens du deuxième cercle, un peu du lien faible, c'est-à-dire des amis d'amis, qui tapent dans le dos, on fonce. Et on se dit, mais la malveillance vient des plus proches. Et en fait, ce sont des gens qui expriment leur peur. Et en fait, c'est que l'expression des peurs. Et donc, c'est les gens qui vous aiment. Et en fait, les gens qui sont du côté du lien faible, du côté du deuxième cercle, qui vous tapent dans le dos en vous disant fonce parce qu'ils s'en foutent. Que vous plantiez. Mais c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la sensation d'avoir échoué, parce que finalement, autour d'eux, on les soutenait pas. C'est de l'amour. Voilà, c'est ça votre conclusion. Et vous avez de légitimité pour en parler. Ah vraiment, c'est vraiment ma conclusion. J'ai mis du temps avant d'arriver à cette conclusion. Donc j'espère chez vous que vous retenez bien l'histoire. Ouais. Donc si on vous soutient pas, c'est parce que c'est de l'amour, c'est Ça de la fait peur. Parce que vous prenez des risques et que vous faites des choses formidables. Alors ça fait peur forcément aux gens, parce que quand on se lance dans des choses formidables, on s'assoit sur des acquis et des sécurités. Et on sait bien à quel point c'est difficile d'avoir des acquis et des sécurités. À quel moment votre maman était rassurée? Ça, c'est le truc qui est rigolo. Moi, je suis très heureux de faire cette émission aujourd'hui, et au même titre que j'ai toujours été très heureux d'avoir une couverture médiatique et d'être présent dans les médias. Mais pour être très honnête, ça ne nous a jamais rapporté du business. Mais en revanche, ces parutions médiatiques ont réconforté ma maman, C'est-à-dire, ont réconforté certains de mes amis. ça veut dire, s'il est dans ce canapé, c'est que c'est pas un loser. Ouais. Et si il est dans tel journal et que la journaliste a compris ce qu'il fait, c'est que c'est sympa ce qu'il fait et qu'il est peut-être sur une bonne voie, en fait. Donc c'est marrant, oui, les médias rassurent énormément, en fait, l'entourage, la famille, les amis. Ma grand-mère collectionne les parutions Et à quel moment de la France. Et à quel moment vous vous êtes dit, j'ai eu raison d'y croire? Tout le temps. Tout le temps. Et alors, j'ai eu la chance d'être avec 2 associés on a 3 tempéraments très différents, mais on a tous les 3 jamais douté une seule seconde, en fait. On s'est préparé à plusieurs reprises à ce que ça s'arrête. Ça aurait pu nous arriver et on s'était préparé à ça. C'était pas quelque chose qu'on refusait de voir. Mais Ombline et Vincent
ils ont toujours été certains que cette aventure serait belle, en fait, et que la vision était bonne, en fait. Et le bonheur arrive de ces moments difficiles qu'on a réussi à passer, en fait. D'accord. Donc il faut un effort pour avoir un sentiment de satisfaction. Ouais. Henri, on va voir que la vie est pleine de surprises, puisque après avoir été trader, moine, vous êtes en retraite, et puis ensuite dans les quartiers de Marseille, vous êtes à l'initiative d'un film qui va être un très grand succès, un film auquel personne ne croit au premier abord, c'est ça? Exactement. Si je prenais l'exemple du film Des hommes et des dieux, je voulais faire un film sur ces amis moines qui ont été assassinés en Algérie en 96. J'ai connu 4 de ces 7 moines qui ont été assassinés. Et j'avais proposé cette idée de film à un ami, et il m'avait dit très, très gentiment, il m'avait dit non mais 7 personnes qui se font assassiner, ça n'intéressera personne le samedi soir quand on veut se détendre. Et Un film qui fera plus de 2 millions d'entrées au cinéma, qui sera... 3,5 millions en France, 3,5 millions en France. qui a été Grand Prix de Cannes, qui a reçu plus de 30 prix, qui a été le film, puisqu'on parle d'économie, le plus rentable de l'année de sa sortie en salle. Et en dehors d'apporter l'idée cette fois-là, vous avez eu un rôle qui était... Et moi, j'étais conseiller monastique sur le film, c'est-à-dire, il n'y a pas eu d'autres conseillers monastiques dans l'histoire du cinéma, mais mon rôle, c'était du début jusqu'à la fin, de travailler sur les décors, les costumes, la mise en scène aussi, parce que 70%, 75% même du film se passe dans un monastère, et Xavier Beauvois me disait, je vais me retrouver au fin fond du Maroc, quand on me dit les moines prient, qu'est-ce qu'ils font, etc. J'ai emmené les acteurs dans des monastères pour qui voient comment se passe la vie monastique. J'ai même supervisé après les sous-titrages en anglais pour le Festival de Cannes. Donc j'ai vraiment vu un film de A à Z. Jamais j'aurais pensé, quand j'étais enfant, que je serais trader, puisque le métier n'existait pas. Jamais j'aurais pensé aller dans les quartiers nord de Marseille, parce que je ne connaissais pas Marseille, il n'y avait aucune raison que j'y aille. Et jamais, au grand jamais, j'aurais pensé monter les marches de Cannes en compagnie d'acteurs comme Lambert Wilson, que je voyais sur mon écran. Donc l'émission n'a jamais autant porté son nom, aussi bien porté son nom, 1001 vies. Ah oui, là, pour le Les coup, 1001 oui. vies d'Henri. Et alors, merci de nous raconter ces 1001 vies, mais il y a quand même un passage qui m'intéresse, c'est comment on passe, comment ça se passe quand on est moine et qu'on tombe amoureux. Alors, j'ai quitté le monastère, je n'ai pas fait des vœux définitifs. Après mes 5 années au monastère, je suis allé dans les quartiers nord, où j'ai vécu 14 ans dans cette cité HLM. En tant que quoi? Donc là, j'étais simple laïc, mais avec une orientation spirituelle. Et sur la question du célibat, je dis, bon voilà, moi je ne vais pas renouveler ce vœu-là, et donc je reste ouvert à la possibilité de me marier ou d'autres. Alors, vous dites ça d'un air décontracté, mais c'est une décision importante quand même. Ah oui, pas évidente à prendre, oui. Je ne vais pas renouveler, c'est quoi? C'est comme un renoncement? Enfin, c'est vécu comment? Vous le vivez comment à ce moment-là? C'est toujours ces problèmes d'intersection de choix, enfin c'est un vocabulaire un peu horrible, de stratégique, mais enfin vitaux surtout. C'est-à-dire où est le vent pour moi, où est la vie pour moi, voilà. Est-ce que je peux m'asseoir sur une situation, par exemple à l'époque, bon, j'avais écrit un livre qui s'appelle Moine des cités, j'aurais pu continuer dans cette direction-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il ne faut pas non plus être prisonnier de cette dynamique qui était, comment dirais-je, qui avait toute sa valeur et qui a été un moment... Et pas correspondre forcément à l'image qu'on se fait de vous. Encore une fois, voilà, l'image que les gens vont projeter sur lui. Ah oui, lui, c'est le moine des cités. Je suis peut-être pas forcément le moine des cités pour tout le reste de ma vie. Et ça, c'est une décision difficile à prendre. Là, en l'occurrence, c'est pas parce que, ah bah oui... Mais c'est à nouveau, vous renoncez. C'est-à-dire que vous étiez dans la c'est finance renoncer. et ça marchait pour vous, et vous tournez le dos, Oui. vous affranchissez de ça. Je suis passé à autre chose. Mais au fond, ce que j'essaie de comprendre, vous l'avez compris, Ouais. je tourne autour du pot, c'est est-ce qu'il y a un manque affectif à ce moment-là? Et on se dit, mais au fond, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Je veux me laisser cette possibilité-là. Oui, moi, j'étais arrivé au bout de quelque chose. Et donc, j'ai décidé, sur le plan de mes engagements, de rejoindre une association qui s'appelle Loger Marseille Jeunes et qui répondait à des besoins que je voyais au milieu des jeunes qu'on avait aidés, surtout par le biais de l'accompagnement scolaire, qui ne trouvaient pas de logement abordable. Et donc, je me suis engagé sur le plan associatif dans ce domaine-là. Et puis, sur le plan personnel, puisque je n'aurais plus cette vie communautaire qui était aussi extrêmement riche, je me suis dit, bon, bah, je vais voir où les rencontres me mènent. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme, par l'intermédiaire d'une amie avocate qui travaillait avec l'un d'entre nous dans le domaine associatif autour de Marseille, et qui, un beau jour...
connaissant mes interrogations pour la suite et mon ouverture sur éventuellement rencontrer quelqu'un, m'a dit le plus subtilement possible qu'elle serait très contente de me faire rencontrer son petit ami, mais que lui avait une très bonne amie avec qui il travaillait et qui était très sympa. Et elle me demandait si ça me dérangeait pas qu'elle soit là à ce repas ce soir-là. Vous vous rappelez ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Ce que je me suis dit, Ouais. je me suis dit, oulala, c'est très stressant parce que j'aime pas du tout ce genre de choses quand les gens veulent vous faire rencontrer quelqu'un. Alors vous savez, vous êtes là et puis bon, vous savez que l'autre personne sait aussi que c'est terrible comme situation. D'ailleurs, ma femme Laurence a passé une très mauvaise soirée c'est parce que bah, voilà, vous êtes tout à coup emprunté, un peu nerveux et vous révélez pas vraiment votre personnalité. En plus, vous avez d'autres personnes autour de la table qui sont là à se demander est-ce que ça marche ou pas. Mais du coup, vous étiez emprunté, mais le charme a opéré. Le charme a opéré et donc nous sommes mariés et ça a été le début aussi voilà, d'une période extrêmement heureuse de mon existence puisque Laurence a également 2 belles filles avec qui il se trouve je me suis tout de suite très très bien entendu et c'est une expérience sur laquelle aussi j'ai pu m'appuyer sur ce que j'ai vécu avant parce que c'est quelque chose d'assez subtil de débarquer dans une maison qui a été habité pendant 20 ans par des personnes qui ont leurs habitudes, qui ont surtout leurs relations. Et vous arrivez, vous êtes un peu l'intrus, et il faut un certain tact et une certaine délicatesse pour petit à petit prendre sa place. Donc, c'est à la fois l'ordre du défi, et en même temps particulièrement riche sur le plan humain. Adrien, quel regard vous portez sur les 1001 vies d'Henri? Ah bah, je suis passionné en fait. Je suis passionné. J'étais en train de me dire parce que vous me demandiez tout à l'heure si je me serais projeté dans une vie monacale, machin, etc. Et je vous ai répondu que non. C'est ma réponse immédiate. Et puis après, en t'écoutant, je me dis mais en fait c'est assez absurde par rapport à ce que j'étais en train de raconter depuis le début sur mon tempérament que de dire non. Vous qui êtes ouvert aux expériences. De manière aussi. Mais on a le droit de ne pas être Mais attiré par c'était toutes plus- les expériences. Ta réponse était plus nuancée quand même. Elle était plus nuancée, mais non, je suis fasciné en fait. Je suis fasciné et ça me passionne. Vous avez bien fait de faire Cette rencontre. 2 portraits ensemble. C'est très agréable de partager ce portrait Oui, c'est avec toi en tout cas. Mais en tout cas, votre point commun, c'est quoi? C'est que vous vous écoutez, malgré les risques, malgré l'inconnu. C'est quoi que vous voulez qu'on retienne? Et qu'il faut être heureux d'être une pièce peut-être un peu originale. Il ne s'agit pas d'être original pour être original, mais assumer voilà, des intuitions ou des analyses qui vous portent à l'action ou au partage. Ou... Cultive ta différence, c'est toi, disait Cocteau, c'est un peu l'idée. Oui, je crois qu'il faut vraiment savoir qu'on est dans une humanité dans laquelle, dans l'immense orchestre humain, on a une partition à jouer et on la découvre. C'est aussi, il y a un caractère presque ludique à découvrir progressivement les défis qui nous sont proposés. Ça vous correspond? Pour moi, la clé du truc, c'est évidemment le travail. Parce que voilà, il faut travailler beaucoup pour aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses projets, etc. Pas forcément pour réussir, mais en tout cas pour concrétiser les choses qu'on a en tête depuis longtemps, il faut beaucoup travailler. Mais on ne travaille pas beaucoup sans une bonne raison. Et en fait, la bonne raison qui nous mène tous à travailler beaucoup, c'est la passion. Et si on remonte encore d'un cran, pour pouvoir être passionné et donc travailler comme un acharné, bah, il faut être curieux. Et si on veut réussir à faire que la curiosité puisse s'étendre le plus possible et donc générer le plus de gens heureux à travers ce qu'ils vont réaliser, eh bien, il faut qu'on intègre la curiosité dès l'école. Et générer la curiosité dès le plus jeune âge devient presque la clé pour les générations futures. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses aujourd'hui. C'est la curiosité amène la passion amène le travail. Et je me suis rendu compte de ça, en fait, en dînant avec le père d'ami que j'aime beaucoup et qui me disait au détour d'une conversation, et il s'est avéré par la suite qu'il ne voulait pas dire ce que j'avais moi compris, mais il disait, si tu savais le nombre de cons qui ont réussi. Ça vous a donné du courage. Ça m'a donné un courage fou. Et je me suis dit, Vous avez dit ça quand vous étiez jeune. et j'étais jeune et je me suis dit, mais génial, je peux foncer, quoi. Là, c'est une histoire de travail. Donc c'est une manière de se décomplexer. Mais oui, et de décomplexer tout le monde. Parce que c'est pas une histoire d'intelligence, c'est pas une histoire d'éducation, c'est pas une histoire d'école, c'est pas une histoire de tout ça, c'est une histoire de curiosité. Et on trouve tout de suite sa passion.
Alors ça tombe bien, on va continuer cette conversation notamment avec mes camarades qui vont nous rejoindre. Je voudrais vous montrer un reportage sur un jeune homme de 21 ans. Lui aussi a une passion qui est en train de lui sauver la vie. Puisque, figurez-vous qu'il s'appelle Samy et il est arrivé en France à l'âge de 14 ans. Il est réfugié afghan et il va vous raconter dans quelles conditions il est arrivé en France. C'est-à-dire qu'il ne connaissait personne, il ne savait même pas dans quel pays il était. Et puis finalement, après avoir connu l'exode et la misère, eh bien, grâce à sa passion, sa ténacité, son talent, il devient un couturier plus que prometteur. Regardez son histoire. Samy Nouri est originaire d'Afghanistan. Il n'a que 14 ans quand un passeur l'abandonne sans argent ni papier devant la gare de Tours. Je suis arrivé ici, tout est commencé par ici en fait. Le passeur quand il m'a abandonné, j'ai eu peur et je restais la nuit dehors. Je ne connaissais pas le pays, je ne connaissais pas la langue, je ne savais même pas où je suis. Je ne savais même pas que je suis en France. J'ai tout commencé à zéro et quand je suis arrivé, j'étais rien. Et maintenant, je suis bien. En France, Samy est scolarisé pour la première fois et ses professeurs découvrent qu'il a un don pour la couture. Ça va et toi? C'est dans cet atelier que Samy a fait son premier stage. La première fois quand je l'ai vu, j'avais un peu peur. J'ai pensé que ça va être un peu dur son stage. Maintenant, quand il est passé sur la machine, franchement, c'est la façon comment il tient la machine, comment il pique. En fait, j'ai l'impression qu'il est né avec. T'as pas perdu la main? Tu sais pas que je suis dans le métier. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Asia, c'était la première personne qui m'a aidé. Ici, pour moi, c'est important parce que c'est comme ma seconde famille. En fait, c'est comme chez moi, quoi. Moi, Samy, je le considère comme mon fils. J'espère qu'il ira loin et je vais être fière de lui. 7 ans plus tard, Samy a fait du chemin. Il a pu apprendre son métier dans les plus grandes maisons de haute couture. J'ai plein d'idées dans la tête que j'aimerais bien la réaliser. Et je pense qu'il n'y a pas de raison pour pas le faire. Alors vos réactions dans un instant, je présente mes camarades qui nous ont rejoints, donc Aude, Brigitte et Luc. Salut les camarades. Qu'est-ce que ça vous inspire un parcours comme ça, quelqu'un qui a 14 ans et qui débarque, et en plus en ayant vécu l'exode, sans savoir même dans quel pays il est. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il connaît pas la langue, il sait même pas dans quel pays il est. Donc il faut se réinventer, partir de zéro. Vous avez passé votre temps à faire ça, à repartir de zéro, mais là c'est au sens propre du terme. J'ai effectivement fait ça, mais j'ai rencontré des gens qui étaient dans ces situations, puisque dans le quartier où j'ai habité pendant 14 ans à Marseille, il y avait beaucoup de personnes dans cette situation. J'ai moi-même hébergé un jeune Algérien, Ali, que je salue s'il me regarde, qui lui aussi a redémarré de zéro. Et j'ai vu toutes les complications administratives pour pouvoir travailler, etc. C'est quelque chose que les gens, probablement, qui n'ont jamais été confrontés à cette situation, ignorent et n'ont aucune idée des difficultés. Donc moi, je suis vraiment admiratif toujours devant cette énergie et cette capacité aussi rapidement à se refaire un chez soi, à retrouver des marques, des liens avec les gens qui vous entourent. Et puis aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui soutiennent ces personnes, parce que c'est aussi la personne qui, dans le découragement, et j'ai vu parfois des gens extrêmement découragés, la personne qui va dire non, tu vas y arriver, c'est le déclic qui fait qu'on peut passer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment des parcours humains incroyables. J'ai moi-même un ami handicapé de Sri Lanka qui a été victime de la polio très jeune, et il m'a toujours raconté, on s'est rencontrés à Paris et maintenant il travaille à Londres. Mais à Sri Lanka, on l'avait élevé dans l'idée que voilà, quelqu'un qui est handicapé va vendre des tickets de loto toute sa vie. C'est ça. Voilà, on parlait des rôles, voilà, l'assignation. Et des limites qu'on peut se mettre, des limites qu'on peut nous mettre. Et lui est parti grâce à de l'argent fourni par une association en Norvège. Et après, il a appris le français, l'anglais. Il a réussi une vie professionnelle ailleurs. L'énergie absolument incroyable qui se retrouve dans... Adrien, donc vous parliez de passion. En fait, c'est son salut. C'est son salut. Après ce qui est vrai, c'est que c'est vrai que le moment qui m'a le plus touché quand j'ai regardé le film, c'est ce que tu disais, Henri, c'est cette femme qui a des trémolos dans la gorge quand elle dit qu'elle attend de voir son succès et qu'elle sait qu'il en aura et qu'elle lui a donné sa première chance. Et je revois
Du coup, des gens qui m'ont aidé, etc. Et ça me touche plus encore presque que Le portrait l'histoire de lui-même Samy, de que cette le personne. portrait. Ouais. Même si c'est cool que vous montriez ce genre de choses à la télévision. Mais parce que vous avez de la gratitude pour ceux qui ont été là et qui croyaient quand personne n'y croyait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, elle a rien demandé à personne, cette femme. Elle l'a fait le plus naturellement du monde et elle a eu un coup de foudre pour ce type. Elle l'accompagne. Enfin, je veux dire, on remet pas des médailles, quoi. Mais je veux dire, c'est la vraie vie, en fait. Et du coup, elle est émouvante, cette vraie vie. Son don pour la couture, finalement, il le tient d'où, Samy? Il le tient de son papa. En réalité, au départ, la couture était pour lui une nécessité. Il est né en Afghanistan et à l'âge de 5 ans, toute la famille, donc les parents et la petite sœur de Samy, partent pour s'installer en Iran. À cause de la guerre en Afghanistan. Exactement, à cause de la guerre. Là-bas, le papa, pour subvenir aux besoins de sa famille, est tailleur. Et comme aucun d'entre eux n'ont de papier, les enfants ne vont pas à l'école. Et donc, à l'âge de 8 ans, Samy est réquisitionné, entre guillemets, par son papa pour l'aider à l'atelier de couture. Et alors, au départ, c'est pour lui une punition, parce que lui, il rêve d'aller à l'école. Et donc, il dit, moi, coudre, je m'en fichais. Et puis, très vite, ça devient une passion. Il adore manier les tissus, il adore concevoir des nouveaux modèles. Et assez rapidement, il devient extrêmement doué dans ce domaine. Et il va jusqu'à réaliser plus de 200 vêtements par semaine. Donc, il montre de grandes capacités dans ce domaine-là. Et là, tu nous racontes qu'effectivement, il a une famille avec laquelle il part en Iran. Et comment s'est dit qu'il se retrouve seul à 14 ans devant cette gare? Alors, au départ, c'est un exode c'est un projet d'exode qui est familial. Ils veulent tous partir. Ils partent en Turquie d'abord. Et malheureusement, le passeur qu'ils trouvent n'accepte de prendre que Samy. Donc là, à 14 ans, il se retrouve arraché à sa famille. Donc il part avec ce passeur en France. À l'époque, il ne sait même pas qu'il part en France. Il voulait juste partir en Europe, dans un pays libre, où que ce soit en réalité. Et il se retrouve donc en France, à la gare de Tours, comme on l'a vu dans le reportage. Et là, le passeur lui dit attends 5 minutes, je vais chercher une voiture. Et en fait, il n'est jamais revenu. Et donc, il passe la première nuit, on l'a entendu dehors. Le lendemain, il est récupéré par des policiers qui le placent qui le conduisent dans un foyer. Et au début, c'est très compliqué parce qu'il parle ni français ni anglais. Pendant 1 an, il ne mange quasiment pas. Parce qu'il a peur, parce que sa famille lui manque terriblement. Il ne sait même pas s'ils sont encore en vie à cette époque. Il finit par apprendre le français, peu à peu. Au bout de quelques mois, son rêve... Ouais, il parle bien maintenant. Son rêve se réalise, il est enfin scolarisé. Et à 15 ans, c'est la première fois qu'il va à l'école. Et c'est à l'école qu'on découvre son talent, en fait. En fait, il va au collège et là, il se démarque parce qu'en fait, il n'est pas habillé comme les autres. Ça peut paraître bête, mais à l'époque, c'est lui qui se confectionne ses propres vêtements alors qu'il est en foyer. En fait, c'est la femme de ménage du foyer dans lequel il réside qui lui prête sa machine à coudre. Et lui, quand il rentre de l'école, en plus de faire ses devoirs parce que c'est un élève très, très appliqué, il coud ses propres vêtements. Et c'est souvent des vêtements qu'il veut classe, des costumes, des très jolis vêtements. Et un jour, sa prof principale repère un de ses t-shirts sur lequel était inscrit son prénom et son nom. Elle lui dit « Mais écoute, tu l'as trouvé où ce t-shirt ?» Et là, elle lui explique que c'est lui qui l'a confectionné lui-même comme tous ses vêtements. Et là, cette femme se dit, c'est une des nombreuses personnes qui ont vraiment changé sa vie. Elle se dit s'il est capable de faire ça, ce jeune, il va avoir un métier, il faut qu'il aille qu'il fasse un bac professionnel couture, qu'il aille en lycée professionnel. Et c'est comme ça que finalement sa carrière est sur des rails. Et c'est avec ce bac professionnel qu'il va faire des stages. Et exact. Pas n'importe où. Et donc le premier stage, on l'a vu, c'est dans cette petite retoucherie de Tours, parce que tout se passe à Tours. Et puis il se dit, je vais aller encore plus loin. Et il envoie 70 lettres de motivation, ce qui pour lui est un investissement évidemment, parce qu'à l'époque, il se souvient du jour où il est allé à la poste pour acheter les 70 enveloppes timbrées. Et il se dit, je tente. Il envoie 70 lettres dans les plus grandes maisons de haute couture parisiennes. Et il reçoit une réponse favorable. De John Galliano, pas n'importe qui. Et à ce moment-là, il fait un stage là-bas, il se fait un carnet d'adresses, il réussit à décrocher un apprentissage de 2 ans dans une autre grande maison de haute couture, chez Jean-Paul Gaultier, qui devient son mentor. Moi, j'ai quand même une question sur est-ce qu'il a retrouvé sa famille? Il n'a pas retrouvé son papa, malheureusement, parce qu'il pense que son papa est prisonnier politique. En revanche, il a retrouvé sa maman et sa petite sœur sur Facebook. En fait, elles ont réussi, sachant que lui était parti en France, elles ont réussi à trouver un autre passeur pour pouvoir rejoindre la France. Elles ont, à l'époque, elles arrivent, elles parlent pas français.
Elles ne savent pas utiliser Internet et une personne de la préfecture les aide et aide la maman à créer un compte Facebook. Pour pouvoir retrouver son pour enfant. pouvoir retrouver son fils. Et un soir, lui rentre chez lui, allume Facebook et découvre un message de sa maman. Veux-tu être mon ami? C'est exactement ça en plus. Il a dû lire. Incroyable. Et voilà. Et donc lui, ne sachant même pas si sa maman était encore en vie, vous imaginez, il reçoit ce message. Donc il les a retrouvés. Aujourd'hui, il est très fier de pouvoir subvenir à son tour aux besoins de sa maman et de sa petite sœur, qui suit sa scolarité dans le même lycée où lui a été scolarisé. Et elle veut devenir infirmière, cette jeune femme. Et donc voilà, on lui souhaite le même succès qu'à son grand frère. Génial. En tout cas, cette existence, cette de famille est pleine de symboles. Puisqu'on dit chapeau, effectivement, c'est une sorte de résilient puissance 1000. Et donc, quels sont ses projets? Alors aujourd'hui, il a lancé son propre atelier de couture en plein Paris. En juillet, il va présenter sa première collection, donc sous sa propre marque. Et donc ça, ce sera en juillet prochain. Donc il s'appelle Samy Nouri et il crée une marque à son nom. Et donc Exactement, il sa a propre. 21 ans. Ouais. Et c'est un parcours incroyable. On va suivre ça de très très Et il près. va aller très très loin, j'en suis Voilà. sûre. Merci Aude de nous parler de ce genre de choses. C'est inspirant. C'est important. Vous aimez ces histoires Moi, inspirantes? je trouve ça passionnant, mais ce genre d'histoire et ce genre de tempérament sont des aimants à bienveillance et à collaboration, en fait. C'est-à-dire que moi, là, j'ai qu'une seule envie, c'est que vous me donniez ses coordonnées, de pouvoir le rencontrer et de voir si je peux l'aider d'une autre manière ou si je peux travailler avec lui sur des choses. Ça donne une envie inouïe, en fait. Alors vous nous tenez au courant si vous faites. Mais je le ferai, hein, je vais vraiment demander les coordonnées, parce qu'en plus, Oui, pour être très je vais honnête, vraiment vous les donner. dès que je vois des gens qui me fascinent, etc., j'ai une liste, j'ai un peu de retard, mais je contacte les gens qui m'intéressent pour les rencontrer, en fait, parce que il n'y a pas que les émissions de télé. Non, puis c'est important pour ceux, c'est- et puis c'est important pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on rappelle que vous avez créé un site de financement participatif et que donc effectivement ce garçon forcément à un moment donné aura besoin d'être soutenu financièrement dans son histoire, donc ce serait une merveilleuse rencontre. Donc on est ravis que ça se passe ici et vraiment vous nous tenez au courant parce que ça Avec nous grand réjouit. Brigitte, toi tu dois nous parler d'un homme qui a un destin hors du commun. Incroyable. Alors, il s'appelle Robert Wrona. Et Robert Wrona, il est d'origine polonaise. Il a un parcours absolument incroyable. Imaginez un fêtard invétéré qui ne pense qu'à la fête et aux boîtes de nuit, qui devient prêtre. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors Henri, vous en avez connu des comme ça? Oui. Des fêtards qui deviennent prêtres? Ah bon? Je rentre même peut-être un Vous peu n'étiez pas fêtard. dans la catégorie. Vous étiez dans la finance, vous êtes devenu moine et vous avez connu des gens fêtards. Dans les monastères, vous trouvez tout. C'est-à-dire, j'ai trouvé un ancien chauffeur new-yorkais, j'ai trouvé des gens surdiplômés, j'ai trouvé un néo-zélandais qui arrive comme ça au fin fond de la Savoie, on ne sait pas comment. Toutes sortes de parcours. Et puis le petit paysan du coin qui connaissait le monastère. Mais c'est d'ailleurs assez intéressant et ça dit beaucoup de choses sur... c'est beau ces exemples parce que ça veut dire qu'en termes... Le microcosme d'un petit monastère de 35 personnes est en fait relativement à l'image de tout ce qu'on est en train de raconter. C'est-à-dire qu'il y a tellement de champs de possibles, de rencontres... que Tous les chemins mènent au Vatican. en tout cas, tous les chemins mènent à la rencontre, en tout cas. Ça c'est sûr. Voilà. Et ça, c'est encore un bel exemple. Ouais. Et donc, il était plus que fêtard. C'était son métier. Il était DJ. Donc c'est un Ah, David. carrément, C'est comme si David Guetta J'allais vous devenait. le dire après. C'est comme si David Guetta devenait prêtre. Pour que tout le monde ait une image. Exactement, voilà. pourrait être une Exactement ça. Et pour essayer la tonsure, c'est intéressant. Pour la musique, en tout cas, pour les livres, je sais pas. David, comme dirait Michel Drucker, David, si tu nous regardes. Il était prédestiné à plutôt avoir un parcours tout à fait classique, parce qu'il grandit en Pologne, dans une famille catholique très pratiquante. Comme il y en a beaucoup en Pologne. Oui, il reçoit une éducation religieuse tout à fait normale. Et puis vers 15 ans, tout d'un coup, il se trouve que l'église, c'est un peu ringard, ça lui casse les pieds, il trouve ça tristounet et tout. Et puis, il découvre les fêtes, les boîtes de nuit, tout ça, ça lui plaît bien. Et il devient DJ. Et alors là, c'est une vraie révélation. Pour lui, c'est carrément un changement total. Il ne vit que pour ça, c'est presque une religion pour lui. Et alors, bien sûr, il vit à 100 à l'heure et il tombe dans la drogue, dans l'alcool. Donc, c'est pas fameux. Et Surtout puis, pour un religieux. mais il n'est pas religieux. C'est comme une religion. Tu n'écoutes rien, tu ne suis pas.
Et donc, un jour, un de ses collègues, un de ses camarades, lui dit tu devrais venir avec nous à une réunion catholique, chrétienne. Il n'a pas trop envie, ça lui casse un peu les pieds, mais pour faire plaisir à ses copains, il décide d'y aller. Puis, avec un petit arrière-pensée, l'idée de se foutre un petit peu d'eux, ça le fait rigoler, quoi. Et il arrive, quand il arrive devant l'église où a lieu cette rencontre, alors là, c'est incroyable, hein. Il se sent comme happé par le... Comme il ne peut pas s'empêcher de rentrer, quoi. Je me retourne vers Henri, le spécialiste. Oui. Donc c'est ce qu'on entend parfois, évidemment, quand on ne l'a pas vécu, c'est un peu abstrait d'imaginer ça, cet appel. Mais enfin, ça ne vous surprend pas, ce genre de... Non, moi, à 20 ans, c'était pas exactement la même chose, mais quand je me suis retrouvé dans ma chambre et que je me suis dit, Dieu, si tu existes, manifeste-toi à moi, il s'est passé quelque chose qui est impossible de décrire, donc voilà, mais je pense qu'il y a tellement de choses folles dans la vie que, je pense qu'on peut accepter l'idée de ces expériences spirituelles. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, sur quoi ça débouche. Pour moi, c'est surtout les fruits qui comptent, quoi. Alors, si après, il n'était plus drogué, c'est plutôt bien. Alors, on attend la suite. Alors, voilà. Et donc il rencontre Jésus, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, ça chamboule complètement sa vie, hein. Plus d'excès, plus de boîte de nuit, plus rien du tout. Et 2 ans plus tard, il arrive en France et là, pendant 12 ans, il se prépare à la prêtrise. À 36 ans, c'est-à-dire il devient prêtre et il officie dans une paroisse à Fréjus, dans le Var. Et alors, est-ce qu'il a abandonné totalement la musique ? Alors on peut croire quand même que musique et DJ et prêtrise, ça peut pas marcher. Surtout la techno, mais pas avec Robert. Robert, il est incroyable. C'est mon petit Robert, oui. Et là, il découvre par hasard que, grâce à un collègue, qu'au Brésil, il existe des prêtres qui deviennent DJ. Dans leur paroisse, tout ça poussé un peu par les jeunes qui trouvent que c'est un peu ramollo, peut-être, la musique. Ouais. Et il se dit, pourquoi pas installer ça dans ma paroisse. Il se précipite là-dessus, il est trop content. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, si on veut, parce qu'on peut le regarder, mettre le feu au paroissien. On vient de célébrer la messe. Maintenant, nous allons passer à la prière dansante. On va danser avec le Christ, Christotech. Mais ça va être très, très joyeux et vous allez voir. Ça va être à vous! Ça m'a fait rire en fait. Pourquoi? Un prêtre! Je sais pas, c'est pas commun un prêtre qui mixe. Et ça fait drôle, c'est drôle. Pourquoi? C'est plutôt rare de voir ça. Est-ce que vous êtes prêtre quand vous êtes sur scène aussi? Oui. J'adore. Adrien, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ça ? Je trouve ça génial. Je trouve ça hyper drôle. Mais j'ai l'impression que l'Église a des tonnes de prêtres iconoclastes, de prêtres talentueux et amusants comme celui-là. Alors, il appelle ça des teufs de Dieu. En Christotech. Génial. Il devrait prendre des petites leçons de danse, parce qu'il est un peu raidasse, là. Mais non, c'est ça qui est sympa, il le fait avec son cœur. Oui, je sais, mais je rigole. Tout en retenue, c'est le style. Oui. Mais en plus, et puis pour l'Église, c'est super, parce qu'il dépoussière, là, pour le coup. Hein. Oui. Mais c'est bien la célébration de la joie, normalement, enfin en tout cas la foi chrétienne, je ne me prononce pas pour d'autres traditions religieuses, mais personnellement, la joie, c'est dans les évangiles, hein, c'est dans la Bible, c'est que normalement, c'est un fruit de l'esprit. Donc quelqu'un qui n'est pas dans la joie, il faut qu'il se pose un peu des questions sur, quel est son rapport à justement la divinité et Dieu. Et j'ai un moment de joie pour danser, c'est formidable. Oui, Adrien. Oui, non, mais ça me rappelle, je me souviens pas de son nom, mais il y a un prêtre dans les Yvelines qui est un fou de rap et de rap français et qui, dans certaines prises de parole, va faire des explications de textes de Booba, de PNL, et de tous ces groupes de rap à la mode actuels. Et je me souviens plus de son nom, ça m'échappe, mais j'étais assez fasciné par ce type que je trouvais assez. Mais en fait, ce sont des gens, en tout cas, qui créent. Vous disiez que, vous avez créé votre marché, vous avez créé votre métier, vous avez créé votre entreprise. Et donc là, ce sont des gens qui créent finalement quelque chose qui n'existe pas.
C'est la même idée. Super bien accueilli en plus par les paroissiens, comme vous l'avez vu. Et puis tout le monde peut venir, hein, même les non-catholiques. C'est gratuit en plus. Je trouve que c'est génial. Ça aussi, c'est intéressant. Souvent, nous, on avait une petite antenne aussi en Algérie, et compte tenu de la situation d'Algérie, c'était parfois un peu compliqué. Et il y avait une espèce de choc frontal entre justement l'univers des chrétiens qui serait l'Occident, etc., l'univers des musulmans qui serait au contraire un autre camp, etc. Et l'un d'entre nous prenait des cours de karaté. Et donc, sur le tatami, musulmans, chrétiens ou rien du tout, se retrouvaient à faire quelque chose qui était encore d'un autre univers culturel, ce qui permettait d'éviter cette espèce de concurrence, de crispation sur des identités. Donc, je trouve ça intéressant, tous ces domaines un peu hybrides, parce que du fait qu'à ce moment-là, les frontières sont difficilement repérables, on peut peut-être enfin vivre dans un monde sans frontières, tel que l'imaginait John Lennon, hein, dans sa célèbre chanson. Voilà. Imaginons, et donc, effectivement, il aime la musique techno, et il est aussi très engagé sur le plan Très humanitaire. engagé, pas que ça. C'est-à-dire que dans sa paroisse, ils envoient ceux qu'ils veulent en Amazonie pour s'occuper d'une communauté qui est déshéritée et qui est un peu laissée pour compte. Ils les aident dans l'éducation de leurs enfants, construire leur maison, trouver du travail. Et en France, ils s'occupent aussi des personnes seules et malades. Et aussi, ils vont aussi dans la rue s'occuper des sans-abri. Voilà. Alors, il est hyper demandé maintenant, hein, quand même. Notre petit Robert, il est demandé partout, à tel point qu'il va aller faire sa prochaine Christothèque à l'île de la Réunion. Ça sera la première. L'étoffe de Dieu, c'est la Christothèque. La Christothèque. Donc effectivement, on parle effectivement de ces êtres humains qui décident d'aller au-delà des frontières et pour qui la vie n'est pas forcément ce qui était écrit. Et là, tu vas nous parler de quelqu'un finalement qui n'a pas décidé de faire ce que ses parents voulaient qu'il fasse. Exactement, c'est un homme, je dirais, moi, aux 1001 vies. Donc tu vois, il est vraiment, il est le bienvenu chez nous. Et il a été moine dominicain, éducateur spécialisé pour enfants en difficulté, prof de philo, et il a enfin réalisé son rêve à 63 ans, qui était d'être chauffeur de taxi à Paris. C'était son rêve. C'était son rêve, c'était son rêve. Alors, il s'appelle François Vaillant, il aurait pu s'appeler Michel Vaillant, comme le célèbre Notre pilote. Pilote automobile. Bon, lui, il s'est cantonné au taxi, mais il s'est dit, plus tard, je serai chauffeur de taxi, et il a réussi à 63 ans. Mais comment il a découvert ce métier? Pourquoi c'était son rêve? Alors, en fait, l'idée, c'est que on est en 1968, époque où on a plutôt les cheveux longs. Il est là, hein, notre ami François. Et à l'époque, il a un pote qui est chauffeur de taxi. Et alors, il lui raconte les anecdotes, les rencontres avec les clients. Il se dit, mais la vraie aventure, c'est ça. Toi, tu pars à l'autre bout du monde. Lui, son truc, c'est se dire, moi, je veux être chauffeur de taxi. On va faire des rencontres inoubliables. Et donc, il met ça de côté? Mais il met ça de côté parce que du côté familial, c'est pas vraiment ce qu'on lui destinait. On pensait qu'il allait faire des grandes études. Papa était ingénieur, son frère faisait médecine, sa sœur était dans la banque. Donc, contraint, il va faire des études de sciences. Il va un peu dévier, il va devenir donc éducateur spécialisé pour enfants en difficulté. Et en 1976, il découvre les évangiles. Et là, il devient moine dominicain pendant 15 ans. Pendant ce temps, j'ai oublié, il étudie la philo, il étudie la psychologie, il étudie la théologie, il a même un DEA de philo. Et en 91, il quitte les ordres, il rencontre sa première femme. Et là, il fait tour à tour tout un tas de métiers. Il est patron d'une maison de retraite, il est chef de service dans un centre de formation pour formation professionnelle, il travaille aussi dans un centre pour jeunes toxicomanes. Et finalement, en 2014, et aussi prof de philo, pardon, il est aussi prof de philo, ça c'est son époque prof de philo. Il faut avoir C'est ça parce qu'il a le dos comme ça. Oui, c'est la la preuve qu'il est prof de philo. Il a la preuve à la pluie jamais. Voilà, j'ai la photo de prof de philo. Et là, finalement, en 2014, paf, il a son taxi à Paris, c'était son rêve. Voilà. Qu'est-ce qu'il aime dans son métier? Alors, il dit que pour être chauffeur de taxi, il faut aimer 3 choses. Il faut aimer conduire, déjà. Bon, ça, c'est préférable. Voilà. Et il y en a qui n'y pensent pas avant. Voilà, alors, oui, voilà, c'est ça. Il y en a qui se disent. Bon. Et il y en a. Alors, deuxième truc, il dit, et lui, il est dans Paris, donc il dit, c'est un amoureux de Paris. Il adore l'histoire de Paris, donc il faut aimer Paris. Et puis, comme il le disait quand il en a parlé quand il était tout jeune, il faut aimer les rencontres. Ouais. Hein, d'accord, il fait tout un tas de rencontres. Et vous savez, il y a un truc qui m'a frappé quand il m'en a parlé. Vous savez quelle est la première préoccupation des chauffeurs de taxi, un truc qui au quotidien est très, 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 très obsédant et qui leur prend la tête toute la journée? C'est pas les temps de pause. Ils doivent faire. C'est pas loin, mais c'est ça. C'est comment on va faire pipi.
Ah, C'est-à-dire qu'on est dans sa voiture toute la journée, voilà. Mais c'est une vraie préoccupation à l'heure de journée, quoi. On n'y pense pas. Hein. non, Et on n'y pense pense pas, absolument. Ouais. Et alors, il y a une vraie solidarité entre chauffeurs. Ils se font des pique-niques entre eux. Bon, c'est un truc, je pense, de jeunes adolescents aussi. Ils se retrouver entre copains et copines. Il y a pas mal de chauffeuses aussi, de taxis maintenant. Mais par exemple, ils ont créé tout un tas de trucs que je trouve très intéressants. Là, on est dans la zone d'attente des taxis. Au fond, là, c'est le terminal 1 de Roissy-Charles de Gaulle. Et alors, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais ici, ils se sont créés une espèce de jardin potager partagé où, quand ils attendent leur tour, parce que des fois, on attend 3-4 heures avant de pouvoir passer à l'aéroport. Incroyable. Et donc, ils ont planté des fruits et des légumes. Ils se retrouvent là, ils font des pique-niques, ils font des... Des pique-niques. Non, parce qu'on dit pique-nique, nous, c'est pour ça. Bah, à Marseille, on dit comme ça. Voilà. Et à Toulouse aussi. Bon, c'est Quand bien. même. Et alors notre ami, il adore. Et alors il fait des rencontres formidables. Et il joue aussi les guides touristiques. Et il déniche des choses dans Paris qui sont très intéressantes et qu'il donne à connaître à ses passagers, qu'ils soient touristes ou pas. Il a retrouvé, alors ça c'est rigolo, tout près de la rue Tronchet, il a retrouvé un ordre de mobilisation générale qui est toujours là, qui date de la Première Guerre mondiale. D'accord ? Donc, mobilisation générale, le maire du 8e arrondissement demande à tous les jeunes de venir à partir du 2 août. Voilà. Et ça, c'est encore affiché, donc il le donne à voir à ses passagers. Quoi. Autre chose très intéressante, par exemple, il ne connaissait pas la rue des Eaux. Il s'est retrouvé rue des Eaux en déposant des clients. Rue des Eaux, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, il a découvert dans la rue des Eaux le musée du vin. Alors, donc, il amène ses clients là. Il a découvert que, justement, il existait des sources d'eau minérale naturelle. J'ai cru des sources de vin. Non. Des sources d'eau minérale naturelles dans Paris, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui viennent avec leur bidon récupérer l'eau naturelle, quoi. Voilà. Et tout un tas de trucs. Alors après, des trucs complètement insolites et foutraques. Là, on est dans le 5e arrondissement. Il y a quelqu'un qui a mis une plaque ici. Ici est né un homme qui n'a fait chier personne. Voilà. Et ça, voilà, c'est marrant, c'est amusant. Et alors, il a fait des rencontres insolites parce que, comme il le dit, il y a toute la comédie humaine qui rentre dans son taxi. Il a rencontré, par exemple, il a disserté sur Tolstoï avec Jean d'Ormesson à l'arrière de son taxi. Il a rencontré Jean-François Bernardini, un des chanteurs de Imuvrini, tu sais, le groupe corse, là, les gens chantent comme machin. Ils ont disserté sur la non-violence, parce que lui était acteur social dans une vie antérieure. Et donc, ils ont discuté de ça. Ce type l'invite le soir même à l'Olympia parce qu'il faisait un concert. Génial. C'est génial, quoi. Voilà. Donc des belles rencontres. La morale de l'histoire, c'est quoi pour toi ? La morale de l'histoire, c'est que il faut vivre ses rêves. Et lui, c'est ce qu'il a fait. À 63 ans, il le fait. Et il a maintenant 66 ans. Il est convaincu qu'il fera ce métier jusqu'à la fin de l'âge autorisé, puisque quand on est chauffeur de taxi, on a jusqu'à 72 ans. Donc il lui a encore quelques années devant lui pour bien se marrer dans son métier, dans sa passion. Donc, 1000 et une vies pour cet homme. François Vaillant. Merci de nous en parler. Merci François. On salue François qui a choisi son métier. Exact. Et donc c'est ce qu'on comprend dans vos histoires finalement. Hein. Donc merci les camarades. C'est que vous nous avez raconté vos histoires et vous avez été à chaque fois acteur de votre existence. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois des dilemmes, des choix. Et même quand on est un trader, qu'on est dans la finance et qu'on a du succès, finalement on s'écoute. C'est ça que j'essaie de retenir de votre histoire. Oui, c'est aussi important de témoigner pour les jeunes générations, de dire que voilà, quelle est leur conception du succès, quoi. C'est-à-dire le sens. Et je répète le mot, la saveur de l'existence, parce qu'avoir du sens et justement pas être joyeux, moi ça me branche pas trop. Puis réussir dans ça la ne vie. veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, parce que mais cette joie profonde d'avoir une vie savoureuse, certes avec des difficultés, des défis, des échecs, mais qui mérite d'être vécu, c'est quand même 1000 fois mieux que de se cantonner à une fausse sécurité qui en fait ne porte pas de fruits, quoi. Et vous, Adrien, vous souhaitez qu'on retienne quoi de votre histoire, de ce gamin qui était un cancre et qui finalement a quitté l'école à 14 ans alors que c'était illégal et qui a trouvé sa place dans le monde? Non, mais j'ai envie qu'on retienne, mais j'ai plus envie qu'on retienne l'histoire de Samy que la mienne, parce qu'elle est encore plus forte, en fait, dans ce que ça raconte, pour à peu près raconter la même chose. Mais je fais juste un lien avec cet homme qui devient chauffeur de taxi. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et ce dont on a presque le plus besoin dans notre société aujourd'hui, c'est les gens qui fassent bien leur métier et qui le fassent par passion. Et en fait, on est tellement éduqués à concevoir qu'il y a des sous-métiers et des métiers importants, en fait, qu'on oublie l'excellence. L'excellence, elle n'est pas à devenir avocat, médecin, consultant ou banquier ou que sais-je.
l'excellence, c'est d'être chauffeur de taxi et de le faire avec joie et de le faire le mieux du monde et d'être pâtissier et de devenir le plus grand pâtissier si tel est notre souhait. Mais voilà, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va réussir aussi dans ce pays à avoir des gens qui sont couturiers, qui sont chauffeurs de taxi, qui sont artisans, qui font tous ces métiers extraordinaires avec la plus grande des passions et qui désirent être les meilleurs du monde. Parce que des avocats à chier, des médecins de merde et des banquiers pourris, on en connaît beaucoup en fait. Et c'est pas ici que se passe l'excellence. Et j'ai envie de ne rien rajouter. On va retenir ça. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. Qu'ils soient à la rue, en rébellion ou bien meurtris par le passé, les 3 invités que nous recevrons demain étaient au plus mal avant de faire la rencontre qui a changé leur vie. Moi, ma vie n'a été faite que de hasard et de grains de sable qui m'empêchaient d'aller droit et qui me dirigeaient vers des rencontres extraordinaires. Au lycée, Tariq était un ado turbulent, sans cesse en confrontation avec ses professeurs. Pourtant, c'est grâce à l'un d'entre eux que le jeune homme va enfin prendre conscience de ses capacités. On me dit que tu vas être exclu une semaine. Et le lendemain, j'apprends que je peux quand même venir en cours. Mon professeur s'était porté garant. Et se porter garant pour un individu comme moi-même, je ne sais pas si je l'aurais fait. Ancienne prof, Simone connaît une vie sans histoire jusqu'au décès de son fils en 2000. Une blessure qui la hantera toute sa vie, jusqu'à l'arrivée de jeunes réfugiés dans sa petite commune de la Creuse. Ils m'ont apporté l'envie de continuer à vivre. Je suis libérée de mon fils. Ludovic était sans domicile à Lille. Chaque jour, il faisait la manche sur le même trottoir. Petit à petit, des liens se tissent avec les habitants du quartier, dont un en particulier. Je commençais à parler, je disais que j'étais cuisinier et tout ça. Et c'est là qu'il m'a dit, je connais quelqu'un peut-être qui pourrait t'aider. On prend Ludo en entretien et je me dis tout de suite, si on peut aider quelqu'un, pourquoi pas.